Pendant que les autres étaient à l'école primaire, il saignait chaque jour juste pour apprendre à tenir un couteau. Quand les autres tombaient amoureux, il s'entraînait jour et nuit à l'écoute clandestine. Il a servi d'espion, vivant avec des engelures sur tout le corps, et il a survécu à d'innombrables frôlements avec la mort dans un groupe de mercenaires. Des décennies plus tard, il est devenu une légende dans le monde des assassins. Et parmi toutes les plus grandes organisations de combat mondiales, un seul nom les terrifiait vraiment, le dieu de la mort, Peter. À ce moment-là, il avait déjà plus de 60 ans. Toute sa vie avait été consacrée à la compagnie. Pourtant, le nouveau patron l'a abandonné simplement parce qu'il était vieux et atteint d'un cancer. Pour ce patron, les déchets doivent être jetés. En entendant tout cela, il décida de prendre sa retraite, mais la compagnie envoya d'innombrables assassins pour le tuer. Puis, par accident, son corps vieillissant est revenu à celui d'un jeune de 20 ans. Il y a 3 mois, après avoir pris sa retraite, il a ouvert une petite librairie. Chaque jour, il suivait les conseils du médecin et prenait toutes sortes de médicaments anticancéreux. Il n'avait pas peur de la mort. Après tout, il avait passé sa vie entière à la frôler. 50 ans au service de la compagnie sans hésitation, il n'avait aucun regret. Et jusqu'à présent, il ne pensait pas avoir de regrets majeurs dans la vie. Mais aujourd'hui, il a soudainement réalisé qu'il n'avait jamais laissé une seule photographie de lui. À ce moment-là, une lycéenne est entrée dans le magasin. Elle a prétendu être là pour acheter des manuels pour son jeune frère, mais une odeur familière l'a fait s'arrêter un instant. Il a rapidement affiché un sourire chaleureux pour l'accueillir. Elle a demandé s'il y avait des guides d'études pour la terminale, mais alors qu'il se tournait pour chercher dans les rayons, la jeune fille a discrètement sorti une dague. Il a dit calmement, « Partez maintenant. Faites-le et je vous laisserai la vie sauve. » La jeune fille s'est figée. Comment le savait-il? Il a dit froidement, « J'ai vécu toute ma vie baignée dans le sang. Vous croyez qu'un peu de parfum peut cacher l'odeur de la mort sur votre lame? » D'un seul regard, la jeune fille a compris. Le dieu de la mort, Peter, n'était pas quelqu'un qu'elle pouvait affronter. Soudain, il s'est élancé vers elle. Il savait que la compagnie activerait le plan B dès l'échec de l'assassinat. Alors que la jeune fille se demandait encore ce que signifiait le plan B, 2 assassins sont apparus en haut de la bibliothèque. Elle ne comprenait manifestement pas la règle de la compagnie. Une fois qu'une mission échoue, même l'assassin est éliminé. Il s'est précipité vers l'autre bout de la bibliothèque, mais en dégainant son arme et en se retournant, il a vu la jeune fille déjà prise en otage par les 2 assassins. À ce moment-là, son corps s'est soudainement figé. Un assassin avait réussi à lui asséner un coup de poing par surprise. L'assassin ricana, ce vieux schnock est censé être le légendaire Peter. Puis Bachoran est sorti de l'ombre et a dit froidement, « Même avec vos exploits inégalés et la renommée que vous avez acquise, vous n'avez toujours pas pu vaincre le cancer. » Il leur a demandé pourquoi il voulait sa mort. Le patron a répondu directement, « Dès que vous apparaîtrez, des dizaines de milliers d'assassins vous traqueront car la prime pour vous tuer est de 7,6 milliards et ce montant se trouvait être tout ce qu'il avait gagné en affrontant la mort toute sa vie. » Bachoran éclata d'un rire hystérique. « Ancien, une fois que vous serez mort, cet argent ira à quelqu'un d'autre. Voyez, je suis un maître par ma propre main. » Une rafale de coups de poing s'abattit sur lui. Il fut projeté violemment à travers la pièce. Bachoran vit qu'il semblait s'être évanoui. Soudain, il leva la main et lui fit un cadeau, une grenade flash de grande puissance. La librairie entière explosa d'une lumière aveuglante. Utilisant sa familiarité avec les lieux, il s'échappa. Les assassins jugèrent que Peter avait perdu trop de sang et n'irait pas loin. Il s'effondra sous un toboggan dans le parc, l'abdomen transpercé par une balle en protégeant la jeune fille. Et contre le cancer, il n'avait aucune force pour résister. Après avoir servi la compagnie pendant 50 ans, il n'avait jamais cherché le luxe ou la richesse. Il ne pouvait pas comprendre pourquoi sa vie devait se terminer ainsi. Il refusait de mourir avec tant de regrets, et ses 7,6 milliards devaient rester en sécurité car c'était l'héritage qu'il comptait laisser à celle qu'il aimait. Mais peu importe le ressentiment qu'il éprouvait, son corps mourant ne pouvait plus bouger. Quelque temps plus tard, dans la base de Bachoran, 2 assassins maudissaient ces 7,6 milliards à portée de main qui s'étaient en fait envolés. Ils comptaient fourrer ce maudit vieil homme dans une poubelle. Une voix froide dit, « C'était la première fois que je prenais une photo. » Les assassins se figèrent. Pourquoi ce type était-il habillé exactement comme Peter? Il ne le savait pas non plus. Quand il s'est réveillé, son corps avait changé. Un assassin l'a prévenu, « Ce n'est pas un endroit pour un étudiant comme toi. » Il leur a dit de ne pas perdre de temps et de l'emmener à Bachorin. Les 2 assassins échangèrent un regard puis ricanèrent, « Si tu entres ici de ton plein gré, tu n'en sortiras pas vivant. » Ils étaient sous le choc. Ce type a bloqué un coup de poing d'un champion de boxe à main nue. Il serra sa prise et les os de la main de l'assassin se brisèrent instantanément. L'autre assassin a brandi une lame et s'est jeté sur lui. Mais la seconde suivante, de multiples marques de poings sont apparues sur le corps de l'attaquant. Il murmura, « Un tueur de 3e zone se spécialise dans les couteaux. Un tueur de second rang peut manier toutes les armes, mais un tueur de premier ordre transforme tout en ce monde en armes. » L'assassin se sentit insulté au moment où il vit l'homme utiliser un tentacule de poule. Furieux, il lança son attaque. Peter balança le tentacule et fit tomber la lame de l'assassin de sa main.
Puis il enroula soudainement le tentacule fermement autour de lui. Bande d'imbéciles qui ne reconnaissez pas la mort quand elle est juste devant vous. Laissez-moi vous envoyer en enfer moi-même. Lui, Peter, autrefois connu comme le numéro 1 de toute l'industrie, s'était réveillé un jour pour se retrouver dans sa forme de jeunesse. Le vieux Peter que la compagnie traquait était déjà mort. Ce qui restait, c'était le tueur revenu à la vie. Pendant ce temps, une mébac filait dans la nuit. Bachorin savait que la compagnie émettrait bientôt un ordre d'exécution officiel pour Peter. Il devait capturer Peter, mourant, avant cela. Au même moment, Peter quittait la base de Bachorin. Maintenant, il était temps de s'occuper de ce chauve. Il arriva aux toilettes, attirant les regards stupéfaits de tout le monde. Il regarda son reflet avec incrédulité. La blessure par balle qui lui avait transpercé l'abdomen avait disparu. Même la douleur causée par le cancer s'était évanouie. Il était complètement revenu à sa jeunesse. Comment était-ce possible? Il ne connaissait pas la raison, mais une chose était certaine, personne ne le reconnaîtrait maintenant. Cependant, avant de passer à son prochain objectif, il avait besoin de nouveaux vêtements. C'est alors qu'il remarqua deux hommes musclés fumant et discutant nonchalamment dans une zone strictement non-fumeur. Il s'est poliment excusé et leur a demandé s'ils pouvaient fumer dehors, mais les deux hommes l'ont injurié et lui ont dit de dégager ou il mourrait misérablement. Ils avaient raison. Il ne devait pas perdre de temps avec des gens comme eux, alors il allait en finir rapidement. Il s'avança calmement vers les deux hommes qui exhalaient des nuages de fumée. Il voulait leur montrer ce qui arrive quand on manque de respect à un vieil homme. L'un des hommes leva la paume avec dédain. L'instant d'après, deux coups de poing puissants atterrirent en plein sur son corps. Sa gorge s'est immédiatement effondrée vers l'intérieur. L'autre homme trembla et demanda « Qui êtes-vous » Peter ne le connaissait pas, mais il reconnut le couteau dans la main de l'homme, un boulet de canon, et vit immédiatement qu'il le tenait à l'envers. Tenu comme ça, il se couperait les doigts s'il essayait de le brandir. L'homme rugit « Qui a dit que j'allais le brandir ?» Mais Peter savait que quelqu'un qui prévoit de poignarder n'étend jamais complètement son bras. Humilié, l'homme prépara une attaque. Peter repoussa facilement la lame et retourna le propre couteau de l'homme contre lui, mais il ne le poignarda pas réellement. Si Peter l'avait voulu mort, il serait déjà mort 3 fois. Terrifié, l'homme demanda à nouveau « Qu'est-ce ce que vous êtes ?» Peter broya la clavicule de l'homme et l'avertit froidement « Si tu savais ce que je fais vraiment, tu devrais mourir ici et maintenant. » Plus tard, il découvrit que les 76 milliards de son compte en banque avaient disparu. Il avait clairement dit que personne n'était autorisé à toucher cet argent. C'était l'héritage qu'il avait laissé pour celle qu'il aimait. Très bien. Alors, il voulait vraiment déclencher les hostilités avec lui. Derrière lui, des enfants parlaient avec enthousiasme des bourses d'études qu'il recevait du Glory Club. Il a grandi dans l'orphelinat de la gloire, autrefois géré à petite échelle par un groupe religieux. 50 ans plus tard, il s'était transformé en une énorme société influente dans de multiples domaines. Portant le masque du Glory Club, elle commettait d'innombrables actes illégaux en secret. Après tout, c'était la compagnie à laquelle il avait consacré sa vie entière, il devait donc être celui qui la détruirait. Dans l'abattoir, tard dans la nuit, le boucher ricana « Juste toi seul contre moi ». Bachoran répondit avec dédain « Tu n'es pas Peter. Venir seul pour m'occuper d'un déchet comme toi est déjà une perte de temps. » Le boucher savait que quelqu'un venait ce soir, alors il a préparé un festin complet. La seconde suivante, 4 mercenaires sortirent de l'ombre. Le boucher savait que Boss Chorin n'était pas l'un des 12 apôtres du Glory Club, il ne pouvait donc pas comprendre son arrogance. Offrez à notre invité une hospitalité convenable. Peu importe comment les mercenaires attaquaient, ses yeux ne quittaient jamais le boucher. 2 secondes et demie plus tard, le boucher s'effondra directement sur le sol. Il ne pouvait pas comprendre comment un humain pouvait être aussi souple qu'un poule. Boss Chorin dit froidement, même avec toute cette préparation, ça ne suffit même pas à me caler une dent creuse. Après tout, il avait remporté la première place nationale en jiu-jitsu grâce à sa technique des os souples. L'instant d'après, il se précipita vers le boucher. Son cou tourna de 180 degrés. Quelques instants plus tard, Bachoran retourna à sa base. Ce qu'il vit était un désordre complet. Les caméras de sécurité étaient détruites et il n'y avait aucune trace d'arme, ce qui signifiait que ça devait être Peter. Mais Bachoran ne pouvait pas comprendre comment ce vieil homme avait survécu et même tué ses hommes. Il dit à la jeune fille de rapporter immédiatement si elle découvrait la moindre trace de Peter. À ce moment-là, la porte de la base s'ouvrit. Un membre du personnel fronça les sourcils. Que se passe-t-il? Nous ne sommes pas ouverts aujourd'hui. Il demanda poliment au nouveau venu, avez-vous affaire ici? Avons-nous pris rendez-vous? Peter répondit calmement, non, mais nous avons une affaire à régler. Il demanda avec confusion, est-ce que je vous poursuis pour une dette? Peter répondit froidement, oui, et le montant est assez élevé, environ 76 milliards. Bachoran sourit faiblement, puis ordonna à voix basse, verrouillez la porte. Il ne savait pas comment ce gamin avait eu des informations sur Peter, mais quoi qu'il arrive, il ne le laisserait pas partir vivant. Le serveur avait déjà une balle engagée. Bachoran lança un regard glacial à l'invité surprise, incapable de comprendre d'où ce gamin tirait l'assurance de rester si calme. Alors Bachorin lui donna 2 options, révéler l'emplacement de Peter et sortir vivant,
ou résister et être criblé de balles. Il répondit calmement, je ne veux aucune des deux. Et si je vous donnais une troisième option? Bien que tous ceux qui connaissaient la vérité soient morts, je suis Peter, et vos deux subordonnés, je les ai tués. Bachoran n'en crut pas un mot. Il se demanda si ces hommes avaient vraiment été tués par ce gamin et non par Peter, et pourquoi ce gamin l'attaquerait. Il l'avertit, gamin, c'est une vraie arme. Dis-moi ce que je veux et pars. Quelle est ta relation avec Peter? La jeune fille leva également sa dague, prête à se battre. Il soupira. Puisque Bachoran refusait de croire qu'il était Peter, le tuer était sa seule option. Bachoran ordonna à son subordonné armé, laisse un souffle de vie à ce morveux. L'instant d'après, une seule baguette transperça à la fois le cou de l'homme et le canon de l'arme. Le subordonné s'effondra instantanément, complètement immobile. La jeune fille était sous le choc. Il avait touché un point vital avec une simple baguette, et le jeune homme qui semblait avoir le même âge qu'elle ramassa nonchalamment une autre paire de baguettes et continua de manger. Elle tremblait. Personne dans tout le pays ne possédait une telle force. Bachoran ricana, pas mal. Même si ce n'était que de la chance, ta détermination est impressionnante. J'aime ça. Avec une force comme la tienne, pourquoi ne pas travailler avec nous au Glory Club, petit salaud? Alors qu'il s'approchait, Bachoran dégaina immédiatement son arme et tira. Peter souleva la table en un instant, bloquant les balles de front. Bachoran ricana, comme je m'y attendais, tu n'es encore qu'un gamin. Ce n'est pas un film. Une table comme ça ne peut pas arrêter les balles. Une grande flaque de liquide s'était déjà répandue en dessous. Tout en essayant de le recruter, Bachoran s'approcha lentement de la table. Soudain, il s'élança, levant son arme pour tirer, mais il réalisa alors que le liquide au sol n'était pas du sang. C'était de l'huile pimentée. Bachoran commença immédiatement à chercher sa cible. À ce moment-là, Peter était déjà accroché au mur. L'huile pimentée dans sa bouche fut projetée directement vers ses yeux. Peter frappa alors, déviant la main armée de Bachoran. L'instant d'après, il démonta complètement l'arme. Bachoran ne put réagir du tout. Il ne pouvait voir clairement aucun des mouvements. Il ne pouvait pas comprendre. Ce type était-il vraiment aussi jeune qu'il en avait l'air? Le cou de Bachoran tourna de 180 degrés et il tomba au sol sans plus bouger. Il n'arrivait pas à le comprendre. Comment était-ce possible? En plus de 10 ans à combattre des centaines d'adversaires, il n'avait jamais vu quelqu'un d'aussi jeune avec une telle force. Quand Bachoran n'était encore qu'un voyou des rues, son instructeur lui avait parlé des tactiques mortelles. Face à un ennemi puissant, profite du moment où il baisse sa garde. Depuis lors, il s'entraîna de manière obsessionnelle à une technique que lui seul pouvait exécuter. Bachoran s'entraînait jour après jour, convaincu qu'il ne perdrait plus jamais contre personne. Ses yeux s'écarquillèrent. Il a agrippé fermement la jambe devant lui et a déchaîné sa plus puissante tactique mortelle. Bachoran rugit, je fais ça depuis avant même ta naissance. J'ai mangé plus de sel que tu n'as mangé de riz. Aujourd'hui, je vais te tuer, espèce de gamin. Une voix calme fit l'éloge, tu as tenu assez longtemps. Bachoran leva les yeux et vit enfin la cible, debout et en parfaite santé sur le côté. Il réalisa qu'il avait étranglé son propre subordonné parce qu'il ne voyait pas clairement. Bachoran travaillait dans ce domaine depuis plus d'une décennie et il pouvait dire avec certitude qu'il allait mourir des mains de cet homme. Bachoran réalisa enfin que la force de cet homme dépassait même son propre apogée dans sa jeunesse. Il a paniqué et a essayé de négocier. Il a attrapé la fille qui se trouvait à proximité. Prends-la. Elle n'a pas beaucoup d'expérience au combat, mais elle peut toujours être utile. Peter dit calmement, comme on pouvait s'y attendre de quelqu'un du Glory Club, réaction rapide. Il poussa un soupir de soulagement, pensant qu'il était d'accord, et dit rapidement, alors, c'est un marché. En entendant cela, Bachoran se précipita vers la porte, prévoyant d'enquêter sur les antécédents de ce gamin et de le tuer ensuite. Puis il entendit l'homme derrière lui énoncer la véritable essence de la tactique mortelle. Au moment où tu penses avoir gagné et que tu tournes le dos à ton ennemi, tu es déjà proche de la mort. Cette phrase était exactement ce que son instructeur lui avait dit des années auparavant. Une possibilité choquante traversa l'esprit de Ba. En ce jeune homme, il vit l'ombre de son instructeur, Peter. Peter lui demanda, tu te souviens de ce que je t'ai dit tout à l'heure? Quiconque apprend qui je suis ne reste pas en vie. Le numéro 1 national du Jiu-Jitsu, Ba, a été étranglé à mort. Contre le dieu du meurtre, Peter, il n'avait aucune chance de survie. Quelques instants plus tard, dans un gratte-ciel du Glory Club, un assassin rapporta à un homme, la mort de Bachoran a été confirmée. La surveillance sur les lieux a été détruite, et quand nous sommes arrivés, aucune trace n'avait été laissée. Un vieil homme mourant, blessé par balle et supposément achevé, parvient à effacer toutes les preuves en une journée et à tuer 4 assassins entraînés. Intéressant. L'homme ordonna, à partir de maintenant, émettez une prime de niveau SSS. Traquez Peter. Dans la rue animée, tout le monde leva la tête vers l'écran géant. Le vieux Peter était devenu une cible pour des dons. Il savait que ce n'était qu'un avis de recherche déguisé, mais il n'allait pas les attendre. Il irait les chercher lui-même. Pour détruire la Glory Company, il avait besoin d'un partenaire et il avait déjà quelqu'un en tête, mais cette personne aux allures de loup était un peu problématique. Tard dans la nuit, il arriva à des toilettes publiques isolées. De plus en plus de gens s'y rassemblaient.
Il se souvint qu'un mécanisme était caché à cet endroit. Entre les transactions illégales et les nuits torrides, il le trouva exactement là où il devait être. Il réussit à ouvrir le passage secret. À l'intérieur, tout était encore extravagant, un lieu bâti uniquement avec de l'argent. Une canne aiguisée se pressa contre son cou. Il demanda, ses vêtements de soie et ses pièces de jade, ils ne te servent à rien, n'est-ce pas? Après tout, tu es aveugle. La femme gloussa, je ne m'attendais pas à ça. Après m'être caché si longtemps, je suppose qu'aujourd'hui, je retourne à mon ancien métier. Bien qu'elle ne pût voir, son odorat était anormalement développé. La femme détermina que c'était un jeune homme. Pas d'odeur d'alcool, pas un mendiant du coin, pas un voleur. Jeune, mais dégageant une intention meurtrière. Elle questionna sèchement, c'est Glory qui t'envoie? Ses attaques étaient d'une rapidité féroce. Elle le taquina, toi, petite souris, tu sais vraiment comment esquiver. Ce papier peint coûte cher. Il commença lentement à se demander, était-elle vraiment aveugle? Bien que la femme fût forte, il ne voulait plus perdre de temps à la combattre. La femme ne s'attendait pas à ce que quelqu'un d'aussi fort puisse encore exister à la portée du Glory Club. Pourtant, elle n'avait senti aucune intention meurtrière de sa part. Il se dit qu'il ne voulait pas se salir les mains en tuant une personne handicapée, mais la rancune entre elle et Glory ne pouvait se terminer que par la mort de l'un des deux camps. La femme cria avec colère, Mike, mords-le. Mais le son étrange qui suivit la laissa figer. Le berger allemand, d'habitude extrêmement méfiant envers les étrangers, se montrait affectueux envers ce jeune homme qu'il n'avait jamais vu. Après avoir entendu l'explication de Peter sur son retour à la jeunesse, la femme le toucha à plusieurs reprises, incrédule. Sa peau était lisse et l'odeur de vieil homme avait disparu. Elle était stupéfaite. Comment une chose pareille pouvait-elle être réelle? La femme s'allongea par terre et demanda si c'était la position dans laquelle il était mort. Elle était impatiente d'essayer elle-même. Puis elle demanda quelle avait été la cause de sa mort, balle, coup de lame ou poison. Après qu'il lui eut donné 2 pichenettes sur le front, la femme se calma enfin. Elle demanda, Seigneur, prévoyez-vous vraiment d'affronter Glory seul? Comment allez-vous faire? Il lui dit qu'il entrerait dans l'œil du cyclone. Elle fronça les sourcils, ne comprenant pas ce que cela signifiait. Il savait que Glory cherchait désespérément à le capturer et que le seul moyen d'accéder à leur structure interne et de l'ébranler était de devenir un assassin du Glory Club. La femme était perplexe. Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Puis elle comprit, personne ne reconnaissait le jeune Peter. Si ce jeune Peter devenait un assassin du Glory Club, alors lui, Peter, serait celui qui concevrait personnellement l'opération pour se capturer. Elle soupira, Seigneur, vous êtes vraiment un homme terrifiant. Mais elle pensait que c'était impossible, car seuls ceux de Hell Orphelina Glory pouvaient devenir des assassins du Glory Club. Bien que l'ancien Peter vînt en effet de Hell Orphelina Glory, le Peter rajeuni était considéré comme un étranger et ne pouvait donc pas rejoindre les assassins de Glory. Mais il savait qu'il y avait un autre moyen. 2 jours plus tard, il arriva dans un lycée privé appartenant au Glory Club. Les filles étaient excitées, chuchotant que leur école avait enfin un nouvel élève transféré qui était beau. Son plan était simple. Entrer au lycée New Glory sous un nouveau nom, Kim Sung-go. Les filles lui rappelèrent, Kim Sung-go, nous devons aller à l'auditorium maintenant. En surface, l'école semblait tout à fait normale, mais son véritable but était de former des assassins en menant secrètement un programme d'assassinat avancé. Et entrer dans ce programme était le seul moyen pour lui de devenir un assassin du Glory Club. L'auditorium était bruyant et chaotique. La femme dans son oreillette savait que la classe des assassins n'acceptait que des gens de Hell Orphelina Glory. Elle demanda comment il comptait y entrer. Il savait qu'il n'y avait qu'une seule situation rare qui attirerait leur attention. Il monta sur scène et commença sa présentation. Je suis Kim Sung-go, l'élève transféré. Mon passe-temps est de me battre, je suis doué pour me battre, et je suis un assassin. La salle entière devint silencieuse tandis que tout le monde le fixait, choqué, et c'était exactement l'effet qu'il voulait pour que la classe des assassins lui tende une perche. Il ajouta qu'il prévoyait de devenir le meilleur élève, un assassin de type studieux. À ce moment-là, un grand type se fraya un chemin dans la foule. Il savait que quelqu'un avait mordu à l'hameçon. Le grand type exigea, tu as dragué Y-Gin? Il n'avait aucune idée de quoi l'homme parlait, mais la situation était parfaite pour attirer l'attention. Zanizeo n'aimait qu'une seule femme depuis des années. Aujourd'hui, c'était son 22e jour de relation avec sa petite amie, Y-Gin, et il était connu comme l'homme le plus dévoué du lycée Glory. Et aujourd'hui, il est aussi devenu l'homme dont la petite amie a été volée par l'élève transféré, Kim Sung-go. Zanizeo voulait se venger. Cet homme qui régnait autrefois sur le district de Mapo avec ses poings sentit la présence de la mort pour la première fois de sa vie. Et dans ce qu'il croyait être ses derniers moments. Il s'excusa auprès de Y-Gin, disant qu'il n'avait pas réussi à la protéger, mais le coup de poing n'arriva jamais. À la place, son front fut légèrement pichenetté. Zanizeo s'effondra sur le sol. Un professeur accourut en criant, « Comment osez-vous vous battre dans cette école sacrée ?» Il exigea, « Gamin, que fait ton père ?» Il répondit que son père devait être décédé. Le professeur s'excusa mais les mena quand même. Les membres de la classe des assassins qui observaient Den trouvèrent l'élève transféré intéressant. Ils commencèrent à débattre pour savoir s'ils devaient éliminer ce nouveau venu imprudent.
Dans la foule, Cheon-sung était stupéfaite. Elle ne comprenait pas pourquoi cet homme était apparu ici. Avait-il l'intention de détruire l'école? Pendant le déjeuner, Eun-sung entendit une voix l'appeler. « Il y a quelqu'un à côté de toi ?» Les élèves étaient trop enthousiastes, alors je suis venu me cacher. Il demanda, « Eun-sung, pourquoi es-tu ici ?» Cheon-sung avait l'air coupable et dit qu'elle n'avait pas d'appétit, mais il remarqua qu'elle avait pas mal de nourriture sur son plateau. Cheon-sung se souvint du moment où il lui avait demandé si elle voulait rester en vie. Et si elle voulait vivre, elle devait dire que cet homme avait tué tout le monde là-bas. Elle lui dit, « J'ai tenu ma promesse. Alors pourquoi me cherches-tu encore? Es-tu ici pour me faire taire? À cause de toi, je suis devenu une cible de surveillance de la compagnie. Sais-tu à quel point je suis épuisé maintenant ?» Il expliqua qu'il n'était pas là pour la traquer et que cette pression était quelque chose qu'elle devait supporter. Après tout, grâce à lui, elle était en vie et en train de déjeuner en ce moment. Cheon-sung dit sans détour, « Tu ne sais pas à quel point cet endroit est terrifiant. Tu ne sais même pas qui je suis vraiment. Que peut bien faire un étranger comme toi ici ?» Il sourit. « Tu n'as qu'à m'aider. Tu es déjà monté dans le même bateau que moi, l'ignorant, n'est-ce pas ?» Elle marmonna, « Pourquoi devrais-je t'aider ?» Il répondit froidement, « Je compte sur toi à partir de maintenant. » Li-una. Li-una se figea. Comment connaissait-il son vrai nom? Mais quand elle se retourna, il était déjà parti. La fête du sport commença comme prévu. L'homme connu comme le nouvel éclair de Glory sentit que c'était le jour où il serait forcé de prendre sa retraite, tout ça à cause de ce nouvel élève transféré. Après avoir été complètement écrasé, l'homme se cacha dans un coin et pleura. Ensuite, ce fut le test de vue. Les élèves étaient choqués. Le gamin transféré a dû grandir dans le désert ou quelque chose comme ça, parce qu'il pouvait voir. Puis vint le cours avancé d'épluchage de fruits. Il prit le couteau à fruits, un peu rouillé, mais il sculpta quand même un lapin. Pendant la pause, 3 garçons délinquants se moquèrent du professeur. On n'a juste pas envie de nettoyer. Qu'est-ce ce que tu peux bien faire, pauvre type? À part crier soudainement ou retirer des points, que peux-tu faire d'autre? En tant que professeur, vous brisez notre esprit. Vous voulez que votre licence soit révoquée? Le professeur cria avec colère, faites attention ou je vous expulse pour atteinte à l'autorité d'un enseignant. Le délinquant ricana, alors je défends les droits des élèves. Et si je vous poursuis en justice, vous perdrez votre licence le jour même. Alors asseyez-vous tranquillement et arrêtez de faire le dur. L'un d'eux prévoyait de publier la réaction furieuse du professeur sur les réseaux sociaux. Ça deviendrait certainement viral. Puis ils remarquèrent le soi-disant tueur transféré d'il y a quelques jours. Les 3 délinquants le menacèrent durement de déguerpir. Il demanda, « Et si je ne le fais pas ?» L'un d'eux lui cracha dessus et se moqua. « Si tu ne veux pas mourir, dégage en silence ou meurs en silence. » Le coup de poing du garçon était trop lent et les 2 autres se moquèrent de lui parce qu'il ratait chaque coup. Le garçon qui donnait le coup de poing se sentait aussi bizarre. Pourquoi n'arrivait-il pas à porter un seul coup? Un autre délinquant souleva une brique pour le frapper par derrière. La seconde suivante, la brique se transforma en poudre. Quelques instants plus tard, tous les 3 s'excusèrent auprès du professeur, la tête baissée. En s'enfuyant à reculons, il lui lançait encore des menaces, criant que la justice gagne toujours. Il demanda au professeur s'il allait bien, mais le professeur le gronda. Un élève ne devrait pas se battre devant un professeur. Il se pencha et ramassa le téléphone que les garçons avaient oublié. Le professeur demanda, « Ton nom est Sung-go, n'est-ce pas ?» Avant qu'il ait fini, un sifflement aigu fendit l'air. Le professeur sourit. « Comme je le pensais, mes yeux ne me trompent jamais. Tu n'es pas ordinaire. La preuve, quand tu t'es battu, pas une seule goutte de café n'est sortie de ta tasse. » Le professeur demanda, « Où as-tu appris ça ?»« Non. Pourquoi l'as-tu appris ?» Il a répondu, « Je veux me venger de Glory, l'organisation qui a ruiné sa vie. » Bien sûr, il ne pouvait pas dire ça, alors il a inventé un ennemi imaginaire. Le professeur a demandé sérieusement, « Kim Sung-go, veux-tu rejoindre le département de service ?» Il avait attendu ce moment depuis longtemps. Il avait senti le professeur l'observer depuis l'ombre tout ce temps. Le professeur Lee Gwang-gwi ou plus précisément, un instructeur assassin de Glory. L'instructeur a dit, au lycée New Glory, la classe d'entraînement des assassins apparaît publiquement comme le département de service. Seuls quelques élus peuvent apprendre les techniques de survie pour tueurs. Kim Sung-go, tu es un rare candidat au transfert. Le chemin qui t'attend sera dangereux. Bienvenue dans l'équipe. C'est le département de service, l'endroit où sont formés les assassins de Glory. Mais Peter ne pouvait s'empêcher de douter que cet endroit soit vraiment là où les assassins étaient entraînés. L'instructeur a rassemblé tout le monde et a annoncé que Peter était le nouveau membre du département de service. Lina était sous le choc. Pourquoi ce type était-il là? Elle pria silencieusement pour qu'il fasse semblant de ne pas la connaître. Peter lui a fait un clin d'œil rapide. Elle a paniqué instantanément en pensant, est-ce un signal qu'il est là pour me tuer? Peter s'est présenté en se demandant comment un endroit aussi ordinaire pouvait réellement être une base d'entraînement pour assassins. Puis 2 élèves se sont avancés pour chercher les ennuis. On se fiche que tu sois Kim Sung-gu ou Kim Sung-rock. Seuls les enfants de l'orphelinat Glory peuvent entrer ici. Comment l'instructeur a-t-il pu accepter quelqu'un qui est entré par la petite porte? C'étaient les frères d'Hugo,
Promotion 58, du Go Young, doué pour les mouvements à grande vitesse, et du Go Dong-Sing, doué pour le combat de force brute. Peter est resté sans voix. Il était en fait de la promotion 1 du même orphelinat. L'instructeur a suggéré d'organiser une simple fête de bienvenue. Les élèves se sont excités et ont dit qu'ils feraient du thé aux fruits en utilisant la viande du nouveau comme ingrédient. Les frères du gars se sont frayés un chemin à travers la foule pour accueillir personnellement Peter. Léona a essayé de les arrêter pour leur propre sécurité, mais du Gu Dong-Sing s'est moqué et lui a dit de s'écarter si elle ne voulait pas se faire battre aussi. Ils ont demandé à Peter s'il s'était déjà battu dehors. Était-il une sorte de caïd de Mapo? Peter ne se souvenait même pas du nombre de fois où il s'était battu. Les frères Dujo l'ont averti d'être nerveux car aujourd'hui serait sa dernière fois à se battre. Dujo Young a dit froidement, ce n'est pas un endroit pour les caïds de Mapo ou les voyous des rues. Des gens comme ça ne comprendront jamais pourquoi nous risquons nos vies. Du Gu Dong-Sing a ajouté, nous nous battons pour devenir comme lui, l'assassin le plus fort du monde. Et lui, dont il parlait n'était autre que l'apôtre Peter. Donc les frères du Gu détestaient absolument quiconque entrait grâce à des relations. Les trois prirent leur distance. Peter n'a même pas pris la peine d'écouter leurs bêtises et leur a simplement dit de l'attaquer ensemble. Les frères du gars ont senti qu'ils ne connaissaient vraiment pas sa place. Ils ont crié, espèce de gamin pistonné, tu ne comprendras jamais à quel point nos vies ont été lourdes. Mais les 65 ans de Peter ont été plus lourds que toute leur vie réunie. Quelques instants plus tard, les élèves ont félicité les frères du gars pour leur excellent travail. Ils ont affirmé que le nouvel élève n'avait même pas pu se défendre et s'était enfui, effrayé. Alors que Peter partait, il a entendu quelqu'un l'appeler. Léona a demandé, est-ce que tu méprises le département de service? Elle avait observé attentivement tout le temps et elle a remarqué que pendant le combat, Peter n'avait mis de la force dans aucun de ses coups de poing. Peter a insisté sur le fait qu'il avait fait de son mieux, mais Léona savait qu'il mentait car l'état des trois combattants était complètement différent. Peter n'avait même pas une goutte de sueur sur lui. Léona l'a interrogé, pourquoi? Tu t'es faufilé dans cette école et tu as caché ta force. Qu'est-ce ce que tu prépares? Quel est ton objectif? Peter n'a pas répondu. Il s'est contenté de la regarder. Puis il a dit qu'il était temps d'aller manger à la cafétéria. Lina s'est sentie embarrassée. Il était minuit. Pendant ce temps, au terminal de bus express d'une ville, un chauffeur de bus dansait de joie parce que quelqu'un avait payé 1 million de wons pour affréter un bus. Mais ensuite, quelque chose lui a paru étrange. Il avait clairement accepté une réservation de groupe aujourd'hui. Alors pourquoi n'y avait-il qu'un seul passager? Il a demandé où étaient les autres, et le passager a dit qu'il était venu seul, mais qu'il avait beaucoup de bagages. Le chauffeur a essayé avec enthousiasme de l'aider à les charger, mais il a remarqué quelque chose de bizarre. Le passager a repoussé sa main d'une tape et a demandé, on parie? Devine ce qu'il y a dans la valise. Un instant plus tard, le bus s'est mis en route. Le chauffeur n'a pas accepté le pari, mais il était sûr de ne pas s'être trompé. La valise a définitivement bougé. À ce moment-là, l'instructeur a reçu une demande. Le client était le président Choi Eun-cheong du groupe Daxia, l'un des plus grands sponsors de Glory. Toute équipe qui réussira cette mission recevra la recommandation du président et obtiendra immédiatement une licence de qualification de service. En d'autres termes, ils deviendront officiellement des assassins. La mission est de secourir des otages. Récemment, des enlèvements d'étudiants ont eu lieu fréquemment, et parmi les victimes se trouve le fils unique du président Choi. Un élève a demandé, pourquoi ne pas simplement appeler la police pour retrouver le fils du président? L'instructeur a répondu que le président Choi voulait se venger personnellement. Alors les inscriptions commencent. S'ils n'y vont pas, ils devront s'entraîner encore 2 ans avant de devenir des assassins officiels. Quelqu'un a dit d'une voix moqueuse, très bien. Pourrissez ici pour toujours. Les frères du Gu ont immédiatement levé la main pour participer. Soudain, ils ont remarqué quelque chose de drôle et ont commencé à rire parce que le soi-disant transféré pistonné Kim Sun-go et la lâcheuse se sont aussi inscrits. Bientôt, seuls les volontaires sont restés dans la salle de classe, mais l'instructeur n'était pas pressé du tout. Il a dit à tout le monde d'aller s'amuser d'abord. Peter se demanda, est-ce qu'ils font vraiment un sauvetage d'otages dans un parc d'attractions? Les frères Dugo ne comprenaient rien du tout. Pourquoi devons-nous porter des bikinis dans un parc d'attractions? Li-Yun a soupiré et leur a dit de se retourner. L'instructeur a révélé que c'était l'endroit exact où le fils du président Choi avait été enlevé. Leur mission, secourir l'otage et vaincre les ravisseurs. La seule information qu'il avait été le dernier lieu aperçu, une zone appelée Blue World. On ignore complètement s'il est vivant ou mort, ou où il se trouve maintenant dans un endroit aussi immense, mais Li-Yuna a trouvé ça étrange. Kim Sung-go avait l'air de déjà tout savoir. Un membre du personnel du parc s'est excusé en disant que cette attraction nécessitait une réservation en ligne. C'était leur première fois dans un parc d'attractions, donc bien sûr, ils ne le savaient pas. Du Gu Dong-Sin a demandé à Li-Yuna, es-tu venu pour t'amuser? Faire des réservations? Zéro conscience d'assassin. En un rien de temps, les frères du Gu étaient déjà en train de s'amuser. Ils ont essayé avec enthousiasme des choses qu'ils n'avaient jamais expérimentées auparavant. Li-Yuna a marmonné qu'il en faisait beaucoup trop. Au stand de tir, le propriétaire a essayé de les convaincre de la facilité du jeu,
insistant sur le fait qu'il perdait de l'argent. Mais dans sa tête, il savait qu'il ne gagnerait jamais. Il avait alourdi les jouets. Avec ses 2 pigeons, il pourrait finir sa journée plus tôt. Li Yuna a hésité. C'était la première fois qu'elle utilisait une fausse arme. Quelques instants plus tard, le propriétaire du stand était abasourdi. Il allait vraiment rentrer chez lui plus tôt. Il a observé plusieurs endroits dans le parc d'attractions. Tout le monde avait l'air vraiment excité. C'était probablement leur première fois ici. Après tout, ils avaient traversé un passé similaire au sien. C'était l'une de leurs rares chances, alors ils devraient en profiter tant qu'ils le pouvaient. Qui savait quand ils pourraient à nouveau rire aussi librement? Li Yuna, qui s'était cachée pour manger en douce, s'est soudainement souvenu de la mission. Son téléphone a capté le signal des AirPods de Choi Yeon-jae. Choi Yeon-jae était le fils kidnappé du président, ce qui signifiait qu'il pouvait être à proximité, mais quelque chose était étrange. Pourquoi le signal venait-il des toilettes pour femmes? Elle a décidé de vérifier d'abord avant d'appeler des renforts. Il n'y avait rien d'inhabituel à l'intérieur, mais le signal venait clairement de cette femme. Pour éviter un malentendu, elle a poliment demandé « Où avez-vous eu ces AirPods ?» La femme a crié de peur. Son petit ami est arrivé en courant et elle a immédiatement dit que cette folle avait essayé de la frapper. Li Yuna a paniqué et a tenté d'expliquer que tout cela n'était qu'un malentendu. La femme a dit à son petit ami de ne pas se battre, juste de la forcer à s'excuser. Mais l'homme voulait quand même frapper Yuna plusieurs fois. Non loin de là, les 3 élèves se demandaient où elle était encore passée et les frères d'Hugo s'inquiétaient qu'elle ait des ennuis. Peter ne l'avait pas vue non plus mais ne pensait pas qu'elle courait un réel danger. Lina a rapidement pris l'homme dans une prise d'étranglement. Elle a failli lui enfoncer une sucette dans l'oreille mais a soudainement réalisé qu'elle ne pouvait pas faire ça maintenant. Elle a exigé que la femme explique où elle avait eu les AirPods. À proximité, des clients du parc chuchotaient à propos d'un beau garçon. Li Yuna a accouru en expliquant qu'elle avait localisé l'endroit grâce aux AirPods de Choi Yeon-jae. Il semblait que sa cible et celle de Peter étaient les mêmes. Dans un parc d'attractions bondé, il n'y avait que quelques façons de disparaître sans laisser de traces. Et cette attraction était complète toute la journée, pourtant personne n'y est entré. La maison hantée sans prétention. Ils ont poussé la porte de la maison hantée. Les frères du gars ont dit sérieusement, fin du jeu. Restez sur vos gardes. Vous deux, restez près de nous. Liana a dit aux 2 idiots de lâcher ses vêtements d'abord. Peter sentit que quelque chose n'allait vraiment pas. L'endroit était bien trop calme. Il a dit à tout le monde de se préparer. Leur véritable mission était sur le point de commencer. La moitié de la mission était déjà accomplie car depuis le début, leur mission était de se faire enlever. À ce moment-là, l'instructeur de l'école Glory s'est précipité pour arrêter la mission. L'opérateur a demandé ce qui s'était passé. L'instructeur venait d'apprendre que ce n'était pas une mission d'entraînement normale. Park Sung-do était apparu. Il avait été nominé comme candidat apôtre, mais même Glory n'a pas pu le contrôler et l'a finalement chassé. L'opérateur était confiant, disant que les élèves n'étaient pas des idiots. Ils en avaient assez appris. Quest ce qui pourrait mal tourner? Mais l'instructeur savait que cet homme était différent. L'opérateur a regardé avec stupeur la jambe prosthétique de l'instructeur. Pendant ce temps, à l'intérieur de la maison hantée, Peter et Li Yuna avaient déjà été ligotés. Park Sang-du a dit, vous savez, la drogue qui vous a assommé était du chloroforme, le grand classique utilisé dans les films. Mais normalement, une personne s'évanouit la bouche ouverte. À l'école, l'instructeur a montré sa jambe prosthétique et a dit durement, nous devons l'arrêter immédiatement. Park Sang-du est extrêmement cruel. S'il les attrape, leurs jambes seront coupées. À ce moment-là, le téléphone de Li Yuna s'est mis à sonner. Park Sang-du a vu le nom familier sur l'écran et a décroché. L'instructeur a dit froidement, si tu touches à un seul de leurs cheveux, je te tuerai même si cela doit me coûter la vie. Park Sang-du a répondu joyeusement, ça fait longtemps. Enegwang GWI, n'ayez pas l'air si effrayant. Vous n'avez pas peur. Je les transformerai en estropiés comme vous. N'est-ce pas? Il a continué, pourquoi ne ferions-nous pas un pari? Voyons combien de jambes il leur restera quand vous arriverez. L'opérateur ne comprenait pas pourquoi l'instructeur tremblait. Pendant ce temps, les frères Dugu, qui n'avaient pas encore été ligotés, ont crié aux criminels de se montrer. Park Sang-du a dit à l'instructeur de se dépêcher car il était sur le point de commencer. Li Yuno a chuchoté, Kim Sung-gu. Peter n'a pas répondu. Elle a vu sa bouche légèrement ouverte et s'est demandé s'il s'était réellement endormi, se plaignant mentalement qu'il était sans cœur. Elle n'avait pas d'autre choix que d'essayer ça. Peter l'a regardé et a demandé ce qu'elle faisait. Je n'ai jamais dormi. Léona a rapidement retiré son pied et s'est empressée d'expliquer, ne te méprends pas. J'ai seulement fait ça pour te réveiller. Elle a dit à Peter de la suivre et d'utiliser les techniques d'évasion qu'il avait apprises à l'entraînement. Mais Peter s'était déjà libéré depuis longtemps. Il prévoyait d'agir au moment où quelque chose tournerait mal. Léona a dit à Peter d'écouter attentivement. Cet homme était autrefois un tueur de Glory. Peter a calmement demandé, Li Yuna, aimes-tu parier? Les frères Dako ne s'attendaient pas à ce que le criminel soit un simple employé de bureau. Ils ont menacé, et le vieux, si tu ne veux pas mourir, dis-nous où est le fils de Choi Yoon-chang. Park Sang-du appréciait la manière grossière dont les jeunes parlaient. Il a demandé, on fait un pari? Si tu gagnes,
Je réaliserai tous tes vœux et je libérerai le fils de Choi Yun-chang. L'instructeur au téléphone a paniqué parce qu'il savait que personne ne voudrait jamais parier contre ce type. Park Sang-du a ajouté, mais si vous perdez, chacun de vous laissera une jambe derrière lui. Les frères du gars ont demandé au vieil homme, tu penses vraiment que c'est une bonne idée? Parce qu'à partir de demain, tu seras en fauteuil roulant. À ce moment-là, Park Sang-do a lancé un couteau au frère du Gu. Il a dit qu'un pari n'est amusant que s'il est équitable. Du Gu Yung a ricané, vieil homme, tu vas le regretter. Je suis le meilleur combattant à la lame du lycée New Glory. Du Gu Yung a jugé qu'avec la même arme, les mouvements du vieil homme étaient plus lents que les siens. Dans un combat prolongé, il gagnerait. Mais Du Gu Yung n'arrivait pas à comprendre ce qui n'allait pas. Les deux couteaux étaient clairement identiques, pourtant la sensation dans sa main était complètement différente. Park Sang-du a demandé, qu'est ce qui ne va pas, gamin? Un problème? Do Jung a finalement remarqué le tour de ce salaud. Le couteau dans sa main n'était même pas aiguisé. À ce moment-là, Kim Sung-go et Yuna ont aussi voulu intervenir pour aider, mais Do Jung les en a empêchés. Il a hurlé, ne vous en mêlez pas. Ce combat est entre nous. Si nous, les frères, ne pouvons pas battre ce vieil homme, vous n'aurez absolument aucune chance. Les frères d'Hugo savaient que le vieil homme n'avait aucune idée de leur véritable objectif. L'épreuve finale avant de quitter l'orphelinat s'appelait la semaine de l'enfer. Ils devaient passer un mois dans un endroit sans eau ni nourriture, avec seulement un pistolet et une seule balle comme provision. Et ils devaient survivre dans une zone où des milliers de bêtes sauvages erraient. Chacun utilisait sa balle à des fins différentes, certains pour chasser, d'autres pour trahir leurs amis, et d'autres encore pour mettre fin à leur jour. C'est à ce moment-là que les frères d'Ugu ont forgé leur fierté. Plutôt que de mourir comme ça, ils se battraient pour rester en vie. Ils ont tous les deux gardé leur balle jusqu'à la toute fin car à l'époque, ils avaient le pressentiment qu'un jour, cette balle déciderait du sort des deux frères. Quand la semaine de l'enfer s'est enfin terminée, ils ont appris que sur les 181 orphelins de la 58e promotion, seuls 2 avaient réussi. Puis ils ont appris une nouvelle choquante. L'apôtre tueur Peter, qui avait leur âge à l'époque, avait établi un record sans précédent, devenant le seul en 58 ans de semaine de l'enfer à avoir survécu sans utiliser sa balle. Pour devenir quelqu'un comme Peter, pour devenir le plus grand tueur en vie, les frères du gars y avaient consacré au moins 10 ans. À leurs yeux, le vieil homme en face d'eux n'était rien de plus qu'un tremplin. Dujdan Singh a rapidement bloqué les bras de Park Sang-du. Du Jung l'avait déjà dit, je ferai regretter à ce vieil homme de m'avoir donné le couteau. Le vieil homme eut un rire sinistre. Peut-être que ce que je devrais couper n'est pas une jambe, mais ce bras à toi? Du Jung a lâché le couteau, sachant qu'il n'était pas aiguisé et ne pouvait pas couper. Donc, tout ce que Duc Dong-Sing avait à faire était de frapper de toutes ses forces. Alors que Duc Dong-Sing avançait la lame, Park Sang-do demanda froidement, tu veux être un tueur comme Peter? Arrête de rêver. Duc Dong-Sing se figea. Son couteau s'était brisé à l'impact, tandis que Park Sang-do tenait une machette militaire, un kukri, 3 fois plus lourd et résistant qu'une lame normale. Park Sang-du s'était entraîné avec cette lame toute sa vie. C'était plus rapide qu'un couteau, plus lourd qu'une hache, un véritable outil de bourreau. Associé à ses arts martiaux Kali, c'était essentiellement un hachoir à viande ambulant. Les frères Dugu ne s'attendaient pas à ce qu'il manie une lame aussi lourde avec autant de facilité. Ils ont réalisé que cet oncle n'était pas du tout un employé de bureau. C'était un monstre dans une peau humaine. Avant de perdre connaissance, les frères Duge ont dit à Lee Yuna et Kim Sung-go de s'enfuir. Park Sang-du a dit à Lee Yuna de ne pas paniquer, affirmant qu'il ne blesserait jamais sérieusement des élèves. Mais comme ils avaient fait un pari, ils devaient le conclure. Chacun d'eux perdrait une jambe. L'instructeur au téléphone a hurlé, non. Prenez mon autre jambe à la place. Ne les touchez pas, c'est tout. Puis une voix a retenti, on fait un pari? La mise est doublée. Tes 2 jambes et un bras. Si tu es d'accord, on peut aussi mettre ta vie en jeu. Park Sang-du a souri. Une bande amusante, comme on pouvait s'y attendre de la part de Glory. Bien sûr. Il a lancé un couteau vers Kim Sung-go et a souri. Les paris ne sont amusants que s'ils sont équitables. Besoin d'une arme. Kim Sung-go a empêché Lee Yuna d'intervenir. Il a ramassé un plateau en métal par terre. Je vais utiliser ça. C'est suffisant. Park Sang-du a éclaté de rire. Tu es amusant, gamin, mais tonton ne va pas se retenir juste parce que tu es jeune. Son attaque fut d'une rapidité brutale. Il a raillé, tu penses qu'un plateau en maillechort peut bloquer ça? Pris pour survivre à un seul coup. À l'autre bout du fil, l'instructeur n'a soudain entendu que des parasites. Il ne pouvait pas laisser ce jour se répéter. Il ne pouvait pas laisser tout le monde mourir à nouveau sous les coups de Park Sang-du. Ce jour-là, Park Sang-du a calmement dit au croupier de ne pas paniquer et a demandé, on parie que je sors d'ici vivant. Tu es malin. Tu sais sur qui parier. Si j'étais toi, je parierais tout sur moi. L'assassin de Glory, Lee Guangui, a dit, Park Sang-du, tu as causé trop de désastres. Pour calmer le public, nous devons te sacrifier. Tu es viré. Du point de vue de Glory, ils avaient une équipe d'assassins vétérans de classe B. Peu importe la force de Park Sang-du, combattre 5 classes B en même temps le pousserait à ses limites. Mais pour Lee Guangui, la façon dont cet homme maniait sa lame dépassait ce que les humains devraient être capables de faire.
Et ce jour-là marqua la fin de la carrière d'assassin de Li Guangui. Peu importait de savoir si une tronçonneuse ou une lame était plus forte. Ce qui comptait, c'est que la personne qui la tenait était terrifiante. Park Sang-du a souri. Gamin, ta chance est impressionnante. Mais maintenant, quoi? Ton seul bouclier a été fendu en deux. Li Yuna a senti le danger et s'est préparé à aider. Le Kukri n'était pas censé être aussi tranchant qu'un rasoir, mais il l'était plus que ce que Sun Go avait prévu. Même lui a été surpris. Il a écrasé le plateau avec force. Li Yuna était abasourdi. Le plateau n'était pas un bouclier. C'était une lame. Grâce à Park Sang-du, Sun-gu avait obtenu une arme puissante. Park Sang-du eut un sourire narquois. On dirait que tu n'es pas un simple élève. Il était secrètement choqué. Coïncidence? Son dernier coup avait été parfaitement précis. Mais à cet instant précis, le gamin a reculé. Ridicule. Il ne savait pas où ce gamin avait appris de tels tours, mais ça ne marcherait pas sur lui. Que ce soit de la chance ou du talent, il allait le découvrir. Il a commencé par une feinte avec sa veste, puis a enchaîné avec un coup dévastateur. Il était certain qu'il l'atteindrait, mais au moment où il a perdu sa cible, la confusion a brillé dans ses yeux. Park Sang-du a clairement senti sa lame heurter quelque chose. Était-ce ce mince plateau? Une lueur froide a traversé son cou. Il a reculé en titubant de peur. Il savait qu'il avait failli mourir à l'instant. Le type était apparu derrière Peter en un instant et avait frappé à son cou sans hésitation. Si Peter n'avait pas bloqué avec sa main, son artère carotide aurait été tranchée net. Une technique aussi précise a fait douter Park Sang-do que ce gamin ne soit qu'un simple élève. Il a soudain réalisé que le couteau plateau ne pouvait pas couper des vêtements épais ni bloquer son Kukri. Le gamin avait donc visé son cou exposé et il se déplaçait à une vitesse que Park ne pouvait absolument pas suivre. Élève ou non, ce type était-il seulement humain? Li Yuna a compris que, parce que le Kukri était extrêmement lourd, tout ce qui se trouvait autour serait brisé chaque fois que Park Sang-do le balancerait. Être touché signifiait une mort certaine, mais le vieil homme était plus lent que Peter. Elle a supposé que c'était à cause du poids de la lame. Si cela se transformait en un combat d'endurance, elle était sûre que Peter gagnerait. Soudain, une fine coupure est apparue sur le visage de Peter. Léona ne s'attendait pas à ce que Peter soit réellement touché. Park Sang-du dit froidement, on abat une vache avec un couteau de boucher, mais pour un rat, on utilise une tapette. Peter savait que le Kukri de Park Sang-du pesait 3 fois plus qu'une lame normale, puisque le type s'était débarrassé de ce poids. La vitesse n'était plus le seul apanage de Peter. L'assaut de Park Sang-du devint encore plus féroce. Lin était choqué. Le vieil homme n'était plus du tout le même qu'il y a quelques instants, mais quelque chose lui semblait étrange. Ce genre de lame était clairement conçu pour poignarder. Alors pourquoi Park Sang-du se contentait-il de la balancer? Park Sang-du a rapidement ajusté son angle, prêt à tuer le gamin en face de lui, mais le coup fatal s'est figé en l'air. Il était stupéfait. Sa main ne bougeait plus. Peter a demandé calmement, qu'est ce qui ne va pas? Tu n'arrives plus à bouger ta main. Park Sang-du a finalement réalisé que le gamin n'avait jamais visé son coup. Depuis le tout début, sa véritable cible était la main de Park. Peter dit calmement, le fléchisseur, l'extenseur, l'adducteur, le nerf médian, le nerf radial, le nerf ulnaire, chaque muscle, nerf et ligament dont ta main a besoin pour tenir quelque chose. Je les ai déjà sectionnés. Dès le début, je n'ai jamais eu l'intention de te tuer. Park Sang-du ne pouvait pas comprendre. La personne qui se tenait devant lui n'était ni un élève ni un gamin, et il ne pouvait pas dire combien de personnes ce monstre avait déjà dévoré. Peter a soulevé le plateau et a dit, tu as dit qu'un plateau en maillechort ne pourrait jamais battre une lame en acier. Alors maintenant, pour le final, laisse-moi te montrer ce que signifie vraiment un œuf qui brise un rocher. La plupart des souvenirs du passé de Park étaient des scènes où il se faisait harceler par des voyous qui se moquaient de lui et lui urinaient même dessus. Il fantasmait chaque jour sur le meurtre de ces salauds, mais il n'a jamais eu la force ni le courage de résister. Quand Park a voulu mettre fin à ses jours, une voix lui a demandé, on fait un pari. Cette simple phrase a fait battre son cœur à tout rompre. Ses jambes sans force ont soudainement soutenu son corps tremblant au bord de la falaise. Park n'a jamais compris pourquoi, mais une chose était claire, parier sa vie le rendait plus fort. La dopamine, la sérotonine et l'adrénaline l'envahissaient. Chaque pari de vie ou de mort lui apportait plaisir et puissance. Il en est devenu accro et, après cela, Park a gagné chaque pari. Il était le plus fort, mais maintenant Park Sang-du se faisait tabasser par un gamin qui semblait à peine adulte. Park a hurlé, à genoux, ou je fais tout sauter. Le fils de Choi Eun-cheong est dans ses valises. Si la grenade explosait, tout le monde ici mourrait. Le plafond était relié à une conduite de gaz. Park a crié, si tu ne veux pas d'une destruction mutuelle, à genoux. Peter a ricané, fais-le d'abord, et après tu pourras la ramener. Peter l'a averti, j'ai déjà retiré la goupille de la grenade. Si tu ne veux pas mourir, serre-la avec ta mâchoire. C'est comme ça qu'on fait une vraie menace. Le poing de Peter continuait de s'abattre sur Park Sang-du. Pas mal. Tu la serres mieux que je ne le pensais. Peter a réinséré la goupille et a relevé Park. On n'a pas encore fini. Park a crié, je ne voulais pas en arriver là. Li Yuna a eu le souffle coupé. Que préparait-il d'autre?
Mais Park Sando s'est seulement mis à genoux et a supplié, disons simplement match nul. À ce moment-là, l'instructeur est arrivé et a été témoin de quelque chose d'incroyable. L'autre fois intouchable Park Sando était maintenant à genoux, implorant sa pitié. Les victimes, y compris le fils du président Choi Eun-cheong, ont toutes été sauvés et Park Sando a été emmené au siège de Glory. Lee Kwang-gu n'arrivait toujours pas à y croire. Le cauchemar qui a ruiné sa carrière d'assassin était terminé, et il avait été vaincu par ces gamins qui n'étaient encore que des élèves. Bien qu'il ait remarqué de nombreux détails suspects, comme les personnes impliquées niaient tout, il n'avait rien de plus à dire. Après cette mission, ils ont tous les 4 été officiellement promus assassins. Mais les frères Dugu se sont plaints, nous avons capturé un assassin présumé de classe S, et ils ne nous ont donné que des licences de classe D. Alors que les portes de l'ascenseur s'ouvraient lentement, 2 grands hommes musclés aux cheveux longs sont apparus devant eux. Les frères Dugu ont pensé qu'ils s'étaient trompés d'endroit et se sont empressés de s'excuser et de refermer la porte. À ce moment-là, une femme est sortie et leur a souhaité la bienvenue. Nous vous attendions. Les frères Dugu ont rapidement rouvert la porte en disant, c'est nous que vous attendez. La femme a expliqué, parce que vous avez sauvé le jeune maître Hunch du groupe d'Axiao. Le président nous a spécifiquement ordonné de bien vous traiter. Après le dîner, elle les a emmenés se faire des costumes haut de gamme sur mesure, puis les a conduits sur la scène principale préparée pour aujourd'hui. Elle a continué, notre groupe d'Axia est l'entreprise militaire la plus avancée au monde et fournit des armes de combat aux assassins de Glory. Pour célébrer votre promotion en tant qu'assassins officiels, le président a dit que vous pouviez prendre autant d'armes que vous le vouliez. Les frères Duga ont répondu fièrement, depuis quand avons-nous besoin d'armes à feu dans un combat? Celles-ci nous suffisent. La femme a eu des sueurs froides. Bien. Je vous les enverrai par la poste alors. À ce moment-là, Lee Yuna a remarqué une coûteuse lame de Damas et même une autre en acier S30V. Elle en voulait une aussi, mais elle s'est soudainement souvenue qu'elle n'avait rien fait ce jour-là. Elle n'avait donc pas le droit de prendre quelque chose comme ça. La femme a demandé, Monsieur Kim Sung-go, avez-vous fait votre choix? Peter n'a choisi qu'un stylo plume, pensant qu'il avait déjà utilisé presque toutes les armes présentes ici. Soudain, le téléphone de la femme a sonné. Elle a semblé recevoir un ordre, puis s'est tournée vers lui. Monsieur Kim Sung-go, veuillez me suivre jusqu'au bureau du président. Peu après, elle a accompli sa tâche et a amené Peter devant le président. Le président Choi Eun-cheong du groupe d'Axiao a souri. Bienvenue, Kim Sung-go. Je voulais vous rencontrer. Peter a demandé, confus, pourquoi m'avez-vous fait venir ici? Choi a répondu calmement, ne vous inquiétez pas. Je ne vous veux aucun mal. En fait, vous devriez peut-être vous inquiéter un peu. Choi a alors demandé, Kim Sung-go, pourquoi ressemblez-vous trait pour trait à Peter? En 1978, Choi Eun-chang, fils du président du groupe d'Axia, a été enlevé par des agents du PIH qui exigeaient que Daxia leur cède son projet de missile. Le président a demandé de l'aide au PIF, leur demandant d'envoyer leurs forces d'élite, y compris la Delta Force, à la ville B. Mais le PIH ne devait pas être sous-estimé. La Delta Force a été complètement anéantie en territoire H. N'ayant plus le choix, le président s'est rendu à la Sainte-Chapelle de Glory. Il a supplié le père de sauver son fils, en disant, le groupe d'achat répondra à toutes vos exigences. S'il vous plaît, envoyez le plus fort de vos 12 apôtres pour sauver mon enfant. Le père a répondu calmement, tout se déroule selon la volonté du Seigneur. Alors priez, car le missile du Seigneur est déjà arrivé à la ville B. Le président a demandé, peut-il vraiment le faire? 3 unités des forces spéciales ont déjà été anéanties. Même en tant qu'apôtre, que peut faire une seule personne? Le père l'a interrompu, il le peut. Même seul, il le peut, car mon fils est le plus fort. Les soldats du PIH étaient sous le choc. Comment cet homme est-il entré? Le jeune Peter a parlé froidement dans leur langue, un timing parfait. L'homme qui venait de parler a été abattu sur le champ. Peter a tiré à une vitesse qu'il ne pouvait pas comprendre. Chaque coup de feu marquait une nouvelle mort. Dans ces mots, timing parfait, faisait référence précisément au nombre d'ennemis et au nombre de balles qu'il portait. Puis un homme est sorti de la voiture de tête en hurlant dans la langue du PIH, « Lâche ton arme si tu ne veux pas que je fasse sauter la tête du jeune maître. Pose ton arme, maintenant. » Ce ressortissant du PIH avait entendu la rumeur d'un monstre qui pouvait entrer seul sur n'importe quel champ de bataille et en revenir toujours vivant. Ce monstre était l'apôtre Peter. Peter a soudainement crié, « Un Shang. Quand je compterai jusqu'à 3, baisse la tête. » L'officier du PIH a aboyé, « Parle notre langue, idiot. » Peter en était déjà à 2. Quand il a dit 3, une pièce a brillé dans sa main et a jailli comme une balle, perçant le front de l'homme. Peter a dit calmement dans la langue du PIH, « Reposez en paix, lieutenant-colonel Eugène Andreïev, bureau des renseignements étrangers. » Le jeune Eun-chong n'oublierait jamais l'homme qu'il avait sauvé et il se souviendrait de cette grâce toute sa vie. Mais Peter l'a corrigé. « Je ne suis pas venu pour te sauver. Je suis venu pour sauver l'avenir de Dosia. Lève-toi. La route du retour est longue. » Grâce à Peter, Eun-chong a survécu. 40 ans plus tard, il se souvenait encore de ce visage. Il a demandé à Peter s'il était le petit-fils de l'apôtre. Peter était sans voix. Il ne s'était pas senti aussi nerveux depuis des années.
Ce garçon fragile était devenu quelqu'un de puissant. Après avoir appris que Peter n'avait pris qu'un stylo en acier dans l'armurerie, Choi a dit, peu importe la raison, je ne peux pas laisser le petit-fils de l'apôtre partir comme ça. Veuillez accepter ce petit cadeau. C'est la Saint Petrus V4, le bijou technologique que votre grand-père a récupéré. Elle est équipée de notre moteur le plus puissant, atteint une vitesse non officielle record de 21 km/h, et peut brouiller tous les signaux, restant invisible au GPS et à la surveillance. Peter a dit que ce n'était pas nécessaire. Les frères d'Hugo se sont plaints, frérot, c'est puéril. Puis ils ont demandé à la secrétaire, Madame, peut-on la rendre? Bien sûr que non. Peter se demandait pourquoi Yuna était encore figée et l'a pressé de monter dans la voiture. Les frères d'Hugo se sont remis à marmonner. Puis l'instructeur Li Guang GWI a appelé. Les assassins vétérans veulent vous rencontrer. Vous êtes les premières recrues spécialement désignées en 4 ans. Montrez-leur un peu de sang neuf. Peter a ralenti la voiture pour que les frères d'Hugo puissent suivre. L'instructeur a annoncé, la recrue monstrueuse arrive. C'était la branche de Gangsu du Glory Club, la chapelle de Glory de Heojong. Les frères d'Hugo ont soupiré. La célébrité était fatigante. Peter a vu que tout le monde avait l'air excité. D'accord. Entrons. C'est ici que les révélations sont données, où les assassins de Glory reçoivent des missions correspondant à leur rang, leur révélation. Les assassins devaient prier devant le prêtre. Le prêtre a béni les frères, leur souhaitant la victoire dans chaque bataille. Yenov a finalement compris que c'était ainsi que les vrais assassins recevaient leur mission. Peter a aussi réalisé que c'était le processus pour les tueurs de bas niveau. Les frères d'Hugo ont vérifié avec impatience la révélation donnée par le prêtre, mais elle ne contenait qu'un seul mot, combat. Le prêtre a souri. Nous ne donnons pas de mission aux recrues, mais nous les récompensons avec du délicieux sang sacré. La seconde suivante, la coupe de sang sacré s'est violemment écrasée sur la tête de Do Jung. Le prêtre a demandé, quel goût ça a? Nous attendions des déchets de classe D comme vous. Du Jung a souri. Il y a des choses qu'il faut goûter soi-même pour savoir si ça fait mal ou non. Vous êtes comme ça aussi, le vieux? Le combat a officiellement commencé. Les frères d'Hugo ont provoqué un combat sans distinction de rang. N'est-ce pas? On ne va pas se retenir juste parce que vous êtes plus vieux. Un des adeptes a ricané, pauvre déchet de classe D sans cervelle. Pathétique. D'Hugo Jung a répondu calmement, bien sûr, on ne sait pas. Nous ne sommes pas nés pour être de classe D. Souvenez-vous de ça, nous sommes les frères d'Hugo, les futurs apôtres de classe S. D'Hugo Dongxing a ajouté, un simple classe B qui se la joue aussi arrogant, énervant. À partir de maintenant, j'ai fini de plaisanter. Tom allait devenir sérieux. Les autres tueurs regardaient, réalisant que les recrues étaient plutôt fortes. Yuna n'a pas pu s'empêcher de penser. Avec de l'assurance, les frères du gars étaient bien plus forts que lorsqu'il avait combattu Park Sandu. L'adepte a froncé les sourcils. Qu'est ce qui se passe? Un autre a regardé autour de lui. Où est l'autre gamin? Soudain, une main a jailli de derrière et a attrapé les chevilles de l'adepte. Duga Jung a souri d'un air narquois, vous me cherchiez? Sur un signal de Duga Jung. Duga Dancing a bondi vers le haut avec un poing lourd. L'adepte s'est moqué, votre rêve est de devenir Peter? À votre âge, je pensais la même chose. Et comme nos futurs stars ont besoin d'une véritable expérience du combat, je ne plaisanterai pas non plus. Battons-nous sérieusement. La paume de Duga Dongxing a été transpercée et Dugyung a été mis à terre juste après. Yuna a essayé de se précipiter pour l'arrêter, mais le tueur de classe B, rang 33 de Glory. Zhang Guangzhang a dit, et alors? Qu'est ce que ça fait de voir un vrai tueur? Ce type a passé toute sa vie juste pour atteindre à peine la classe B. Pour les tueurs normaux, c'est déjà comme décrocher une étoile du ciel. Les tueurs de classe D s'occupent des missions ciblant les civils, 336 membres. La classe C s'occupe des gangsters et des criminels de combat, 200 membres. La classe B gère les conflits entre tueurs, 100 membres. La classe A s'occupe des assassinats de niveau national, il n'en existe que 30. Une fois que vous devenez un tueur, vous sacrifiez votre vie entière, brûlant tout pour grimper vers les plus forts de Glory. Mais même si vous sacrifiez votre vie et atteignez d'une manière ou d'une autre la classe A, à partir de la classe S, les efforts seuls ne suffiront jamais. Tout en haut se trouvent les 12 disciples, les apôtres. L'adepte s'est moqué, les gamins veulent savoir comment devenir un apôtre, il vous suffit de renaître. Son poing s'est écrasé sur le crâne de Dugaillon. Il a ricané en leur disant de rentrer chez eux et de boire le lait d'une mère qui n'existe pas. Yuna ne pouvait pas comprendre. Il n'y avait aucune raison de les battre aussi violemment. Zhang Guangzhang a reconnu Yuna comme une ancienne fille à tout faire pour le gang des 8 queues et s'est moqué, quelqu'un comme toi, sans talent, sans qualification, qui essaie d'être une tueuse, même un chien errant qui passerait par là en rirait. À ce moment-là, une main s'est serrée fermement autour du poignet de Zhang Guangzhang. Peter a dit calmement, Seigneur, s'il vous plaît ne dépassez pas les bornes. Zhang Guangzhang a été choqué de ne pas pouvoir se libérer et a hurlé, espèce de morveux, tu essaies de te battre avec moi? Jiawen avait prévenu Peter de ne pas être trop tape à accent grave l'œil. Une recrue battant un classe A comme Park Sandu était déjà incroyable. Avec les instincts aiguisés d'un vétéran, ce n'était qu'une question de temps avant que Glory ne commence à se méfier de Peter, ce qui ruinerait tous ses plans.
Pour frapper Glory au moment où il s'y attendrait le moins, il devait rester caché en tant que classe D. Zhang Guangzong a crié, un adulte est en train de parler. Ne sois pas si arrogant. Peter a répondu, vous pouvez me frapper si vous voulez, tant que vous me laissez les emmener à l'hôpital. L'un a une blessure perforante, l'autre est inconscient. S'ils n'y vont pas maintenant, ce sera dangereux. Peter a légèrement incliné la tête. S'il vous plaît, Senior. Zhang Guangzong a souri avec satisfaction. Bien. On va faire comme tu veux. Mais il a ajouté qu'ils devaient d'abord rendre leur licence de service. Il a ricané, quand vous deviendrez fort un jour, assurez-vous de venir les récupérer. Tous les quatre ont quitté la chapelle en piteux état. Frère Dakos est plein, c'était quoi ce bordel? Si les licences étaient perdues, l'instructeur Guang qui leur arracherait certainement tous les cheveux. Frère Doko s'est excusé auprès de Li Yuna et Kim Sung-gu, disant qu'il n'avait pas réussi à les protéger. Il a dit qu'en tant que leur capitaine, il aurait dû leur montrer seulement son côté le plus cool. Peter lui a mis un casque. Allez, capitaine. Allons manger. La moto filait sur l'autoroute. Li Yuna a demandé à Kim Sung-go, que fait-on pour devenir plus fort? Peter a répondu, confus, pourquoi poses-tu une question aussi futile? Li Yuno était stupéfaite. Ça ne te dérange pas du tout? Nos licences ont été volées comme ça. Peter a dit calmement, les forces attaquent aux faibles. Quand on est faible, on endure. Tard dans la nuit, quelques disciples se moquaient. Le simple fait de penser à rivaliser avec ces déchets me met en colère. Puis ils ont remarqué que les recrues de tout à l'heure étaient de retour. Zhang Guangzong a ricané, vous êtes là pour une autre raclée ou pour vous repentir d'avoir pris la défense des autres? Peter a demandé froidement, devez-vous vraiment aller aussi loin? Zhang Guangzong s'est moqué, tu n'as pas eu une assez bonne correction tout à l'heure. Peter s'est levé et a dit, je suis ici pour vous montrer quelque chose que vous n'avez jamais vu et que vous ne reverrez jamais, le combat d'un apôtre. Zhang Guangzong a laissé échapper un rire sec. Incroyable. 14 ans dans ce métier et c'est la première fois que je vois quelqu'un oser s'appeler un apôtre. Gamin, tu ne comprends vraiment rien au fonctionnement du monde. Il était sur le point d'ordonner à un dévot de s'avancer quand quelque chose lui parut étrange. L'autre dévot ne bougeait pas du tout. Le danger était juste devant lui. Pourtant, le garçon était censé n'être qu'un tueur de classe D dont il ne se souvenait même pas du nom. Pas d'armes, pas de couverture, seulement un chapelet plein de failles. Pourtant, le dévot ressentit quelque chose qu'il ne pouvait expliquer. Ses yeux n'étaient pas ceux d'un gamin de classe D. Zhang Guangzong fronça les sourcils. Vieux Zhang, pourquoi es-tu pétrifié? Ne me dis pas que le gamin t'a fichu la trouille. Le dévot reprit ses esprits, s'assurant qu'il imaginait des choses. Il dit sévèrement, il y a une règle dans notre milieu. Si un junior défie un aîné, l'aîné a le droit de l'exécuter sur le champ. Il s'imagina lancer le livre qu'il tenait. Le garçon lèverait le bras pour le bloquer, exposant ses côtes, puis il se pencherait instinctivement pour protéger la blessure. Mais la vraie cible du dévot n'était pas les côtes, c'étaient les yeux du garçon. Une seconde plus tard, les membres du dévot étaient sectionnés. Ce n'est qu'alors qu'il comprit, ce chapelet n'était pas un chapelet ordinaire. Sa tête vola ensuite. Il revint à la réalité, se serrant la gorge de terreur. Zhang Guangzong demanda, confus, qu'est-ce ce que tu fais planter là? Tremblant violemment, le dévot savait qu'il ne pourrait jamais gagner. Chaque attaque simulée se terminait par sa mort instantanée. Il était mort des milliers de fois dans son esprit. Après des décennies de combat, il avait compris une vérité. L'homme en face de lui était quelqu'un d'absolument imbattable. Il ne comprenait pas pourquoi. Ce n'était pas la pression. C'était quelque chose qui dépassait l'entendement. En pensant au fait qu'il avait réellement blessé cet homme plus tôt, il souhaita soudainement être mort. Peter le regarda calmement. Quand Peter leva légèrement la main, le dévot paniqua et se mit à s'excuser sans arrêt, suppliant Peter de lui pardonner. Peter lui tapota simplement la joue et dit doucement, sentir la mort. C'est censé être l'instinct de base d'un tueur. En ce sens, tu as d'excellentes qualités en tant qu'aîné. À l'intérieur de la chapelle, Zhang Guangzong grondait encore le dévot, lui demandant pourquoi il avait laissé ce gamin partir. Le dévot lança, tu veux vivre? Si tu ne veux pas mourir, tais-toi. À ce moment, Jawan arriva à la chapelle, irrité. Aîné, pourquoi es-tu là? Pourquoi as-tu commencé à te battre si tôt? Et si tout le plan est révélé? Peter lui dit que ça n'arriverait pas. Perdre contre un assassin de classe D en étant un classe B, l'embarras était le cadet de ses soucis. Cela ruinerait complètement la réputation de ce dévot. Perdre avant même d'avoir bougé, Peter demanda à Jawan, si c'était toi, le dirais-tu à quelqu'un? Jawan pensa amèrement. Elle s'était précipitée ici parce qu'elle était inquiète, et pourtant tout ce qu'il lui donnait, c'était des commentaires sarcastiques. Peter partit sur sa moto. Le lendemain, les frères d'Hugo imaginèrent comment l'instructeur réagirait en apprenant que leur certificat de service avait disparu. Le professeur Li Guang GWI explosa, votre certificat de service est votre vie. Comment avez-vous pu perdre un truc pareil, bande d'idiots? Des sueurs froides coulèrent dans leur dos, on est fichu. Ils répétèrent mentalement d'innombrables excuses ridicules. Puis une voix appela, gamin. Le dévodier était apparu. Les frères d'Hugo paniquèrent. Pourquoi es-tu encore là? Tu es venu pour nous affronter en duel? Le dévot les fixa.
vous auditionnez pour un concours de rap, bande d'idiots? Pourquoi parlez-vous en rythme? Il ajouta, je suis là pour rendre le certificat de service que j'ai pris hier. Les frères d'Hugo s'exclamèrent, on pensait que t'étais un salaud, grand frère. On ne s'attendait pas à ce que tu sois un chic type. Le dévot soupira, impuissant. On m'a forcé à faire ça. Celui qui s'appelle Kim Sung-gu m'a donné des frissons. Les frères d'Hugo saluèrent respectueusement le dévot. Maintenant, il est temps de rendre ça à Lee Yuna, mais Peter ne l'avait toujours vu nulle part. Pendant ce temps, dans l'arène d'entraînement, Lee Yuna s'entraînait désespérément aux techniques d'assassinat. Elle avait été impuissante face à Park Sang-du. Même dans la chapelle, elle n'avait pu qu'observer de loin. Yuna était furieuse de sa propre faiblesse. Elle était encore bien trop faible. Elle savait que si cela continuait, son jeune frère Eugène serait en danger. Peter arriva à l'arène et demanda calmement, « Pourquoi te sentir inutile ?» Il lui rendit son certificat de service, mais elle sentit qu'elle ne méritait pas de le prendre. Peter demanda, « C'est à cause de ton frère? Tu te crois faible, alors tu te forces à devenir une tueuse que tu n'es pas, juste pour lui. » Yuna lança, « Tu ne sais rien. De quel droit dis-tu ça ?» Peter admit qu'il ne la connaissait pas bien, mais il n'était pas complètement ignorant. Par exemple, son jeune frère n'était pas son frère biologique. Peter demanda, « Peux-tu me dire ce qui s'est vraiment passé entre toi et ton frère ?» À l'orphelinat, Eugène suivait toujours Lee Yuna partout en lui demandant, « Sommes-nous une famille ?» Mais à cette époque, Yuna n'acceptait pas du tout le mot famille. Depuis le moment où on l'a trouvée dans un casier de métro, elle n'avait jamais eu de famille. Elle aurait dû y mourir, mais par malchance, elle a été sauvée et amenée à l'orphelinat. La nourriture et les vêtements ne suffisaient jamais, mais elle ne se sentait pas mal à l'aise. Elle n'a jamais eu l'intention de se faire des amis ou de former une famille car elle ne voulait pas être abandonnée à nouveau. Yuna voulait rester seule pour toujours, souhaitant même quitter ce monde plus tôt, jusqu'au jour où elle a été blessée par balle en mission. L'orphelinat ne pouvait pas arrêter l'hémorragie et n'avait plus de poche de sang. Bien qu'elle aurait pu être emmenée à l'hôpital de Glory, les gens de l'orphelinat prévoyaient de se débarrasser de l'inutile Yuna, et elle s'y attendait. C'est pourquoi elle pensait que n'avoir rien dès le départ serait plus facile. Cet endroit était froid depuis le début. La mort lui semblait être une libération. Mais le professeur a dit qu'un miracle s'était produit et après ce miracle, Eugène a disparu. Yuna a appris plus tard par les autres orphelins que le petit gars avait été d'une détermination obstinée. Le professeur a essayé de l'arrêter, mais n'a pas pu. Il a dit qu'il voulait sauver sa sœur, même s'il devait en mourir. Après on ne sait combien de prises de sang, Eugène demanda au professeur, « Est-ce que sœur a encore mal ?» Yuna avait toujours cru qu'elle n'avait pas de famille. Elle n'avait donc jamais réalisé que quelqu'un était toujours resté au même endroit, veillant tranquillement sur elle. Elle ne comprenait pas pourquoi Eugène irait aussi loin. Maintenant, Eugène avait besoin de médicaments coagulants coûteux chaque jour et l'orphelinat avait déjà décidé d'arrêter le traitement et de le mettre à la porte. Yuna se jeta soudainement vers le médecin, suppliant le personnel de ne pas abandonner Eugène. Elle dit, « Je n'ai plus mal. Je peux gagner de l'argent maintenant. Je paierai toutes ses factures médicales, peu importe le coût, parce que je suis sa sœur. » C'était la première fois qu'elle sentait qu'elle avait une raison de vivre. Même si Eugène ne lui ressemblait pas vraiment, et alors? Elle était déterminée à sauver son petit frère. Peter réalisa qu'il s'était trop mêlé de ses affaires et se tourna pour partir, laissant Yuna continuer son entraînement. Soudain, Yuna murmura, « Tu es la personne la plus forte que j'ai jamais rencontrée. S'il te plaît, aide-moi à devenir plus forte. » Par coïncidence, Peter avait exactement la même pensée. Bien que Yuna ait peu de force, une faible constitution, un cœur timide et un tempérament de feu, des traits terribles pour une assassin. Peter savait qu'elle possédait le talent le plus important, les yeux d'une véritable tueuse. Depuis le tout début au restaurant Bacheo jusqu'à son combat avec les frères d'Hugo, elle avait aussi regardé tout le combat entre Peter et Park Sang-du. Ses yeux ne quittant jamais le champ de bataille, comme si elle essayait d'absorber chaque technique et détail. On dit que les joueurs de baseball qui frappent souvent des home runs peuvent même voir la trajectoire de la balle. Pourtant, Peter était certain que la vision dynamique de Yuna était bien plus aiguisée. En tout cas, il y avait une arme qui pouvait transformer toutes ses faiblesses en force. Peter lui dit, « Si tu peux contrôler ça, tu n'auras même pas besoin d'un vrai instructeur. Cette chose seule fera de toi une véritable assassin. » Yuna baissa les yeux sur l'objet dans ses mains, confuse. Quelque temps plus tard, les frères d'Hugo reniflaient avec excitation l'odeur de l'argent car en tant que tueurs officiels, ils recevaient 1,1 million par semaine. Ils se demandaient si, en devenant apôtres, ce serait 10 fois plus. Mais Peter savait que de telles choses ne signifiaient rien pour les apôtres. Si un apôtre voulait quelque chose, il pouvait simplement l'avoir. Peter demanda soudain, « Au fait, je n'ai pas vu Yuna depuis un moment. » Les frères d'Hugo dirent avec confiance qu'elle devait être partie faire un autre petit boulot. Elle était probablement en train de nettoyer une scène de crime, enlevant chaque trace laissée par les tueurs. Le sang, les tripes, la saleté, rien de tout ça ne la dérangeait. Les frères d'Hugo ne comprenaient pas. Même si elle ne faisait rien, une tueuse de classe D gagnait 1 million par semaine. Ils n'avaient aucune idée de pourquoi elle travaillait si désespérément dur. Peter réalisa que personne ne pouvait dépenser autant d'argent seul.
Le frère de Yuna devait avoir un problème caché. Puis les frères d'Hugo reçurent un message de Yuna leur demandant de lui apporter une écharpe. Ils étaient perplexes. Pourquoi une écharpe par un temps chaud de printemps? À l'intérieur, une usine de traitement de glace gelée à -20 degrés. Les frères d'Hugo lancèrent: pourquoi diable sommes-nous dans un endroit pareil? Yuna répondit calmement: pour s'entraîner, bien sûr. Ils se demandèrent: c'est quoi cet entraînement de bris de glace à main nue? Yuna leur montra à contre-cœur ce qu'elle tenait. C'était le dara accent grave corde que Peter lui avait donné plus tôt. Un dara accent grave corde est une arme martiale traditionnelle qui attaque en balançant une longue corde enroulée autour du corps. Sa puissance est directement proportionnelle à la vitesse et comme il tourne en étant lancé, sa force destructrice est immense. Son plus grand avantage est simple. Votre ennemi ne sait jamais où ni quand il frappera. Les frères d'Hugo éclatèrent de rire. C'est ça ton arme secrète? Un pistolet, c'est bien mieux. Pourtant, ils devaient admettre que c'était vraiment impressionnant, surtout la façon dont il perçait une glace si épaisse d'un seul coup, mais ils ne comprenaient toujours pas. Un pistolet est plus facile et tue instantanément. Pourquoi s'entraîner avec ça? Peter expliqua à Yuna: si tu veux tuer 5 personnes avec un pistolet, il te faut 5 balles. Mais avec un dara accent grave corde, si tu t'entraînes assez pour contrôler sa trajectoire, tu peux éliminer les 5 en un seul coup. Les frères d'Hugo étaient choqués. Elle a brisé tout le bloc de glace en un seul coup. Ils chuchotèrent entre eux, prévoyant de vérifier en ligne combien coûtaient les dara accent grave corde. Au crépuscule, le propriétaire de l'usine de glace, le tueur de classe des rangs 113 Park Bing-so, demanda à Yuna: tu as fini ton entraînement? Il avait vu d'innombrables personnes s'entraîner à briser la glace ici, mais jamais personne qui brisait chaque bloc comme elle le faisait. Yuna se souvint soudain qu'elle n'avait pas payé les frais d'entraînement, mais Park Bing-so fit un geste de la main. Ton ami est venu il y a 3 heures, a tout payé pour toi, et a même laissé 1 million. Et il a aussi laissé ça. C'était une pommade anti-cicatrice à appliquer avant que toute marque ne se forme. Quelques instants plus tard, Yuna quitta l'usine de glace. Elle voulait remercier Kim Sung-gu tout de suite, mais ne savait pas quoi dire. Elle serra les dents et l'appela, mais les mots de gratitude atteignirent ses lèvres et se transformèrent en une question sur ce que servait la cafétéria de l'école aujourd'hui. Elle voulut immédiatement raccrocher, embarrassée. Avant la fin de l'appel, Peter félicita Yuna d'avoir obtenu sa véritable arme. À proximité, les frères d'Hugo continuaient de s'entraîner au dara accent grave corde. Frustrés, ils ne parvenaient pas à reproduire la trajectoire courbe de Yuna. Peter comprenait bien. Yuna avait toujours cherché une arme et une force qui n'appartenaient qu'à elle, et cette force était entre ses mains depuis longtemps déjà. Pendant ce temps, dans une chambre scellée, un homme criait comme un fou. Venez me chercher. Je suis Park Sang-du. Même si tout un camion de tueurs de classe B et C se pointait, ils ne sont que des insectes. Vous croyez pouvoir m'abattre? Puis une voix froide résonna dans la pièce. Ça va être difficile. La classe B ne marchera pas. La classe C non plus. Pour vaincre un classe A comme Park Sang-du, faut-il vraiment un apôtre? Un médecin en blouse blanche s'approcha de Park Sang-du à moitié nu. Park Sang-du se figea. Le couteau de cuisine glissa de sa main et tomba bruyamment sur le sol. Le médecin ramassa le couteau et dit calmement: j'ai entendu dire que vous aimiez parier. Alors, que diriez-vous d'un pari avec moi? Un tueur qui a un jour frôlé les apôtres de classe S contre un véritable apôtre. Qui pensez-vous qui gagne? Dans les yeux terrifiés de Park Sang-du, le reflet de l'apôtre apparut, Daniel. Pendant ce temps, à l'hôpital, une petite fille pleurait et refusait son injection. Les frères d'Hugo soupirèrent: elle est bien trop fragile, encore loin d'être une adulte. Une seconde plus tard, ils tremblaient eux-mêmes. Infirmière, peut-on avoir une anesthésie complète? Maudit soit-il, ces idiots. C'était l'examen médical obligatoire pour tous les nouveaux tueurs, effectué dans le nouvel hôpital Glory géré par Glory. Mais ce qui m'inquiétait le plus, c'était le test sanguin. La raison était simple. C'était la laisse qu'ils nous mettaient. L'ADN et les empreintes digitales restent les mêmes même si quelqu'un rajeunit. Donc si quelqu'un trahit l'organisation et s'enfuit, ils peuvent le traquer jusqu'au bout. Glory finira par remarquer que l'ADN stocké du vieux Peter correspond parfaitement à l'ADN du jeune Peter prélevé aujourd'hui, ce qui signifie que ma véritable identité sera exposée. La nuit, Peter a dit à Jawan qu'il ne voulait pas s'asseoir et attendre la mort, car il avait déjà trouvé un moyen d'échapper complètement à la poursuite de Glory, et c'était de faire sauter l'hôpital. Jawan a répliqué: s'il te plaît, espèce de vieux fou, dis quelque chose qui a du sens. Ce n'est pas parce que tu as retrouvé ta jeunesse une fois que tu peux faire tout ce que tu veux. Est-ce que tu sais au moins ce qu'est cet endroit? Bien sûr, Peter le savait. C'était le nouvel hôpital général Glory et sa ville, un lieu que Glory chérissait immensément. En surface, ça ressemblait à un hôpital ordinaire, mais en réalité, il s'occupait d'assassinats déguisés en accidents médicaux, soignait les tueurs blessés et cachait les cadavres. C'était un hôpital construit pour les assassins. Il savait que son ADN était probablement stocké dans le centre de données de l'hôpital, donc il n'avait pas d'autre choix que de faire sauter le centre. Jawan, à la fois anxieuse et furieuse, a dit: d'accord. Fais ce que tu veux. Mais sais-tu qui garde le nouvel hôpital Glory en ce moment? C'est l'apôtre Daniel. Ce type n'est même pas humain.
Nom de code, Daniel. Sa véritable profession était médecin. Il a été un jour salué comme un talent divin, un médecin de génie, mais lors de sa 2e année, il a provoqué un accident médical puis a disparu. Et il y a 4 ans, dans la ville C du PIG, un policier terminait son service et retournait au poste. En s'approchant de l'entrée, il a remarqué quelque chose d'étrange. Quelqu'un semblait faire sécher du linge juste devant la porte du poste. Mais quand il s'est un peu approché, ses yeux se sont écarquillés d'horreur. Sous le choc, il a eu un accident de voiture. Il s'est avéré que ce qui était suspendu à l'entrée du poste de police n'était pas du tout des vêtements. C'était une rangée de cadavres. L'incident a immédiatement attiré une unité d'opération spéciale pour enquêter. Mais une fois qu'ils ont vu la scène à l'intérieur du poste, ils ont tous été stupéfaits. Diverses armes à feu gisaient éparpillées sur le sol, leurs canons tordus. L'endroit ne ressemblait pas du tout aux séquelles d'un combat entre humains. Le chef d'escouade a vite compris que quelque chose n'allait pas du tout. Soudain, une main énorme a jailli de l'obscurité. Un soldat a été instantanément traîné dans une pièce sombre. Une série de craquements d'eau a retenti, suivi d'un silence. Sous le clair de lune, des cadavres étaient épinglés partout au plafond, tandis qu'une silhouette imposante, musclée s'avançait lentement. D'une voix glaciale, il a marmonné « Je veux quelqu'un de plus fort ». L'unité d'opération spéciale a immédiatement levé ses pistolets mitrailleurs et a ouvert le feu. Et ce jour-là, les 6 syndicats du crime qui avaient régné sur la ville C pendant 30 ans, ainsi que la police militaire de classe mondiale, ont été complètement anéantis. Peter ne pouvait s'empêcher d'en douter. Un humain pouvait-il vraiment tordre des canons de fusil à main nue? Jewan a dit avec assurance, ce rapport est une information classée top secret des autorités de la ville C. C'est absolument réel. Elle pensait qu'avec ce monstre gardant l'hôpital Glory, foncer tête baissée était stupide. Il valait mieux trouver une faille. Grâce à Jewan, Peter a enfin trouvé un moyen d'entrer. Puis il lui a demandé, peux-tu m'aider pour quelque chose? Dans une rue animée, les gens regardaient avec confusion Peter sur l'écran géant. Ce que Peter a demandé à G1 de faire n'était pas grand-chose, juste un simple message d'accueil. Sur l'écran géant du siège de Glory, il était ouvertement déclaré que le 24 août, Peter irait rencontrer le docteur Daniel. Non loin de là, un hacker de haut niveau a suivi les instructions de Jawan, a piraté le serveur de Glory et a publié l'annonce. Pourtant, il craignait que si Glory le remarquait, sa patronne serait en danger. G1 savait que c'était possible, mais elle n'avait jamais vu cet homme imprudent échouer une mission planifiée au cours des 50 dernières années de sa carrière active. Bientôt, un grand groupe d'assassins de classe D assignés à l'opération de capture de Peter s'est rassemblé devant l'hôpital. Leur force de combat était faible. Ils n'étaient que des gardiens. La véritable force de combat était constituée des soldats privés de Daniel, d'anciens assassins d'élite du PIG, dont les plus faibles étaient de classe B. Et maintenant, en plus des assassins de classe D, même les très rares assassins de classe A et l'apôtre Daniel lui-même étaient présents. Aucun d'entre eux ne s'attendait à assister à une bataille entre apôtres de leur vivant. Cependant, la plupart pensaient que Daniel gagnerait. Peter était peut-être une légende, mais ils avaient entendu dire que le vieil homme avait près de 70 ans et un cancer en phase terminale. À ce moment-là, les frères d'Hugo déclarèrent fermement, Peter va certainement gagner cette fois. Les assassins étaient sans voix. Comment pouvez-vous encourager la cible que nous sommes censés capturer? Pourtant, ils comprenaient. Après tout, le rêve de chaque nouvelle recrue était de devenir comme Peter. En fait, de nombreux assassins ne voulaient pas du tout que Peter se montre. Son visage avait déjà été exposé, et s'il venait ici, il n'y avait absolument aucune chance qu'il en sorte vivant. À cet instant, Peter, classé numéro 366 parmi les assassins de classe D, se tenait parmi eux. Les soldats privés de Daniel annoncèrent, si vous rencontrez Peter, il vous est strictement interdit de le combattre. Approchez-le avec respect, puis endormez-le avec le pistolet tranquillisant fourni. Après tout, c'est le genre d'expert qui peut assommer un éléphant en 3 secondes. Une fois la cible trouvée, appuyez immédiatement sur la sonnette d'urgence la plus proche pour signaler l'emplacement. Un assassin de classe A se rendra sur place pour vous aider. Peter a mémorisé chaque instruction attentivement. Comme c'est amusant, Peter allait capturer Peter. L'opération commence maintenant. Votre grand-père bien-aimé, Peter, est arrivé. Pendant ce temps, des personnalités importantes à travers le pays ont appris que Peter avait déclaré la guerre à Glory. Tout le monde se demandait si Glory pourrait survivre, et les rumeurs disaient que les gens doutaient déjà des compétences du nouveau PDG. Le chef d'état-major de l'armée a dit au nouveau PDG de Glory, si vous ne pouvez même pas attraper un vieux tigre édenté, vous feriez mieux d'abandonner avant que nous ne soyons obligés d'intervenir. Choyun Chang, président de la plus puissante société de fourniture militaire au monde, restait silencieux sur le côté. Le nouveau PDG de Glory dit froidement, mes excuses. Je n'ai pas été assez prudent. Même à partir de maintenant, je vivrai plus docilement, car dès qu'on montre un peu de gentillesse à vous, les vieux, vous prenez immédiatement la grosse tête. Le nouveau PDG a soudainement fracassé la tête du chef d'état-major contre sa main et a grogné, puisque tu es devenu chef d'état-major, tu devrais connaître ta place. Tu me prends de haut, espèce de maudit vieux fossile?
Le nouveau PDG attendait avec impatience la confrontation entre son propre chef d'œuvre et le chef d'œuvre de son père, Peter. Qui allait gagner? Pendant ce temps, Peter a attrapé la tête d'un médecin et l'a tordu vers la droite. Plusieurs craquements secs ont retenti alors que le médecin s'effondrait lourdement sur le sol. Puis le médecin s'est relevé, excité, en disant « C'était incroyable. Jeune docteur, comment avez-vous appris cette technique ?» Peter a demandé nonchalamment « Savez-vous s'il y a un médecin ici nommé Rohanael ?» Les assassins envoyés pour me traquer se déguisent tous. Et le vrai nom de l'apôtre Daniel est Rohanael. Je dois le trouver, mais personne ici ne semble connaître ce nom. A-t-il changé de nom et de visage pour se cacher? Mais une chose est sûre, Daniel est quelque part dans cet hôpital. On dirait que ça va se transformer en une course pour savoir qui trouvera l'autre en premier. À ce moment-là, une voix interpellait Peter, « Sungu, qu'est-ce ce que tu fais ?» Les assassins déguisés en patients. Les frères Dugal ont pressé de se dépêcher et d'avancer. Peter a demandé, « Où est Liuna ?» Les frères Dugas ont dit fièrement, « Son classement est trop bas. Pour venir ici. Toi, numéro 336, tu n'es là que parce que tu es avec nous. Pendant que tu traînais, nous avons déjà fouillé tout le hall. Si tu vois quelque chose de suspect, appelle-nous immédiatement. Tu es faible, alors on va te protéger. » Puis ils ont crié d'excitation. Ils pensaient avoir trouvé Peter. Il ressemblait exactement à la photo. Peter était sans voix. En quoi était-ce même similaire à la photo? Les frères Dugo se sont inclinés respectueusement et ont chuchoté, « Grand-père, laissez-nous vous escorter dehors. » À ce moment-là, l'assassin déguisé en jeune infirmière derrière Peter a demandé s'il avait besoin d'une seringue. Peter a souri et a dit, « C'est bon. Je suis sûr que le prélèvement a déjà été fait. » Il se demandait si la chasse à Peter avait déjà commencé. Tous les hommes âgés dont l'âge correspondait à celui de Peter se faisaient prélever du sang sous prétexte d'un bilan de santé gratuit. Et les frères Dugo, qui voulaient escorter secrètement le vieil homme, ont aussi essayé de le faire taire. Soudain, le frère aîné d'Hugo a été bousculé par quelqu'un. Il a crié avec colère, « Tu es aveugle ?» C'est seulement à ce moment-là qu'il a réalisé que la personne était Liuna, qui ne devrait absolument pas être là. Liuna a bégayé qu'elle était seulement là parce que son jeune frère était hospitalisé. Puis elle est partie sans se retourner. En la regardant partir, le frère aîné a souri fièrement. Quoi? Effrayé par la dignité du rang 333, Peter se demandait pourquoi Liuna était venue ici. Jewan lui a rappelé via l'oreillette que ce n'était pas le moment de s'inquiéter des subalternes. Elle a demandé, dans ton plan pour trouver Daniel, toujours rien? Peter a compris que lui et Daniel se cherchaient mutuellement. Et sans révéler son identité actuelle de Kim Sung-go, comment pourrait-il localiser Daniel? À ce moment, les soldats privés de Daniel ont averti, vous, les classes D de Glory, tirez encore au flanc et vous êtes morts. Peter a répondu respectueusement, disant qu'il partirait tranquillement. Il a dit à Jawan, je crois que j'ai trouvé. Puisque le pêcheur refuse de se montrer, nous allons devoir mordre à l'hameçon de notre côté. Il est temps d'utiliser ça. Il a dit à Jawan de se préparer. Ils étaient sur le point de passer à l'action. Jawan a ri et a dit, nos gamins pourraient bien s'échauffer de toute façon. Un instant plus tard, Peter s'est préparé et est entré dans la salle d'opération. L'assassin de classe B connu sous le nom de Black Bro a demandé avec méfiance, qui es-tu? Peter a déclaré qu'il était Kim Sung-go, l'assassin de classe D désigné comme chirurgien en chef aujourd'hui. Black Bro lui a dit d'aller plutôt chercher Peter, et Peter a répondu, mais celui que je cherche n'est pas Peter. Il a demandé calmement, où est l'apôtre Daniel en ce moment? Black a froncé les sourcils. Pourquoi un simple classe D mentionnerait-il son nom? Peter a répondu froidement, je n'attends pas de réponse de ta part de toute façon. Mais quand un assassin pose une question sur quelqu'un, il n'y a qu'une seule raison. Il a l'intention de le tuer. Black Bro a souri avec excitation. Parfait. Je commençais à m'ennuyer. Quelques instants plus tard, un autre assassin s'est précipité pour trouver le professeur, lui demandant de jeter un œil à ce qu'il tenait. C'était la salle d'opération orthopédique au 3e étage de l'aile. Daniel a commencé à rire. Il a commencé à compter les secondes. C'était la 1re seconde, la 3e seconde, la 7e seconde, la 8e seconde, la 10e seconde. Daniel a souri et a dit, incroyable. Pensez qu'il a éliminé un assassin de classe B en seulement 10 secondes. Daniel a fait glisser ses doigts sur l'écran pour zoomer. Il a marmonné une malédiction, bon sang. Peter, ce type est vraiment venu. Daniel a demandé à son subordonné, où est allé Peter après ça? Le subordonné, en sueur froide, a expliqué, à part cette vidéo, toutes les images de sécurité de l'hôpital sont effacées en temps réel. Avec notre technologie, nous ne pouvons pas l'arrêter. Il a supplié le professeur d'épargner leur vie. Daniel a dit calmement, Monsieur Park Sandu a l'air assez excité aussi. Sa propre impatience pour l'arrivée de Peter était déjà difficile à contenir et Grayson, Carter, Sawyer et Robert attendaient tous avec la même excitation. Daniel se demandait si Peter apprécierait le siège VIP qu'il avait délibérément préparé. Il voulait vraiment se dépêcher et écorcher la peau de son aîné, Peter. Jawan a deviné que Daniel devait avoir complètement mordu à l'hameçon. Plus tôt, elle avait demandé au hacker de reconstituer parfaitement les rides et les expressions du vieux Peter. Daniel a dû être terrifié.
Après avoir disposé tant d'hommes, il a quand même été pris complètement au dépourvu. Cette fois, c'est Peter qui a jeté l'appât, et maintenant le chasseur allait commencer à tendre une embuscade. Pendant ce temps, Liuna était sur le toit, mâchant un morceau de pain. Elle ne comprenait pas pourquoi le puissant apôtre Daniel voulait la voir. Elle s'inquiétait. L'affaire avec les gens de Baja avait-elle été découverte? Elle a réalisé qu'à ce rythme, ses amis seraient aussi en danger, et surtout maintenant, elle ne devait absolument pas croiser Kim Sung-go. À ce moment-là, une voix a interpellé Liuna. Peter a demandé, confus, Liuna, pourquoi ne peux-tu pas me voir? Il l'a retenu doucement, lui disant de ne pas dire de choses étranges, expliquant qu'il n'était que Kim Sung-go, un assassin de classe D venu ici pour manger, et qu'il avait accidentellement commandé 2 poulets entiers, donc il ne pouvait pas les finir seul. Comme il lui restait du temps avant son rendez-vous, il a demandé à Liuna de lui tenir compagnie et de l'aider à passer le temps. Liuna pensa, si les gens de l'apôtre Daniel voient ça, ils seront tous les deux en danger. Elle devait refuser à tout prix. Elle a dit sèchement, je ne mange pas avec toi. Pars maintenant. Peter soupira, impuissant, et lui dit de poser la boîte de poulet frit avant de parler. Liuna chuchota qu'elle partirait après en avoir fini un morceau. Et bientôt, un petit ado apparut à côté d'elle. Après avoir fini le poulet, Liuna demanda sérieusement, qu'est-ce que tu attends? Dis-moi la vraie raison de ta venue à l'hôpital New Glory. Elle continua, je comprends si c'est difficile pour toi de me faire confiance. La première fois qu'on s'est vu, j'étais avec les gens de Bajal, et je vois que toi, Kim Sung-go, tu as un lien avec grand-père Peter. Je ne peux pas t'aider à le trouver, mais il y a une chose que je peux te dire avec certitude. Je suis désolé, Kim Sung-go. Ce grand-père a pris une balle pour me protéger, ce qui veut dire qu'il est peut-être déjà mort. Peter coupa la parole à Liuna et lui dit qu'il cherchait quelqu'un. Bien qu'il ne voulait pas l'entraîner là-dedans, en tant qu'assassin de classe D, elle n'aurait jamais dû être convoquée pour la traque. Il demanda, cette personne t'a appelé ici, seul. N'est-ce pas? Ne me dis pas que tu ne sais pas. Si c'est le cas, ça veut dire que tu as dû rencontrer l'apôtre Daniel. Liuna était sur le point d'expliquer que cette personne n'était pas Daniel quand une voix froide s'éleva soudainement derrière elle. Mademoiselle Liuna, encore en train de vous promener sans escorte. Je vous ai dit que cet homme était déjà arrivé, vous devez donc retourner immédiatement dans votre chambre. La cible de Peter apparut enfin. Le directeur général de l'hôpital général New Glory, l'apôtre Daniel. Daniel demanda à Liuna, qui est cet homme? Liuna paniqua intérieurement, pensant que leur rencontre maintenant causerait certainement des problèmes. Mais Peter s'inclina simplement avec respect et salua le professeur. Il s'est présenté comme Kim Sung-go, un assassin de classe D affecté à cette opération, disant que voir un apôtre de son vivant était un véritable honneur et que lui, Kim Sung-go, prendrait certainement la tête de Peter pour que Daniel puisse être tranquille. Pendant toute la conversation, il afficha un sourire flatteur. Daniel ne dit rien, le fixant froidement, puis dit à mademoiselle Liuna d'aller dans sa chambre, promettant d'envoyer quelqu'un pour la raccompagner après la consultation. Après avoir dit cela, Daniel se retourna et partit. Peter se dit que l'apôtre Daniel n'était vraiment pas une personne ordinaire. Sa main avait déjà commencé à s'engourdir à cause de leur poignée de main plus tôt. Daniel ordonna à son subordonné de lui apporter le dossier de l'époque où ils avaient capturé Park Sandu. Le subordonné le lui tendit respectueusement, mais le dossier glissa de la main de Daniel au moment où il toucha sa paume. Le subordonné paniqua et s'excusa auprès du professeur. Daniel savait pertinemment que c'était sa propre main qui glissait depuis sa poignée de main avec cet assassin de classe D. Sa main avait aussi commencé à s'engourdir. Daniel se demanda s'il devait garder cet homme nommé Kim Sung-gu à ses côtés, sentant qu'il pourrait devenir un excellent spécimen. Peu après, Peter reçut une invitation de l'équipe d'escorte de Daniel. Peter dit à Jewan au téléphone, « Tu ne trouves pas ça drôle ?» Daniel sait que Peter est entré dans l'hôpital, pourtant il n'arrive à le trouver nulle part. Jewan rétorqua, « Drôle mon cul. Tu as perdu la tête, le vieux? Si tu te fais prendre, on est tous morts. » Peter raccrocha calmement. Il ne savait toujours pas ce qu'était l'unité d'escorte. Alors il se leva, pensant qu'il comprendrait une fois sur place. Un médecin lui dit, « Pour un classe D, tu as grimpé vite. Normalement, le professeur ne sélectionne pas de personnel d'escorte. » Le médecin tendit à Peter une carte d'accès qui lui donnait accès à toutes les zones de l'hôpital et lui ordonna de se souvenir de 3 règles en servant cette personne. Premièrement, ne jamais parler avant que le professeur ne le demande. Deuxièmement, ne jamais remettre en question ce que fait le professeur. Et troisièmement, il ne doit en aucun cas refuser la faveur de cette personne. Peter ne comprenait pas ce que faveur signifiait, ni pourquoi le médecin semblait si nerveux. Le médecin le pressa, dépêchons-nous. Le professeur n'aime pas attendre. Le médecin dit alors respectueusement au professeur que, comme demandé, il avait amené monsieur Kim Sung-go. Daniel dit calmement, bien, pas en retard. Alors, commençons la consultation. Peter savait que ce ne serait pas facile à surmonter. Les soldats personnels de Daniel étaient connus comme les croque-morts de type C, chacun valant au moins un assassin de classe D. C'étaient des étrangers imprégnés de l'odeur du sang, n'appartenant pas à Glory ni ne lui étant loyaux, mais fidèles uniquement à leur roi,
existant seulement pour Daniel. L'hôpital entier agissait désormais sous les ordres directs de Daniel. Toutes les entrées avaient été scellées et le filet se resserrait. La collecte de sang de toutes les personnes âgées correspondant à l'âge de Peter était terminée et l'analyse prendrait environ 48 heures. Peu importe à quel point Peter était doué pour le déguisement, il ne pourrait jamais tromper l'ADN. Les médecins assassins comprenaient que, puisqu'il ne pouvait s'échapper, il était déjà une proie piégée. Ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne l'attrape. Et Peter entendit clairement tout leur plan, même s'il savait que Daniel ne tomberait pas facilement dans un tel piège. Pendant la consultation, Daniel demanda doucement des nouvelles de l'état du patient et organisa le plan chirurgical comme il le faisait habituellement. Peter ne pouvait pas comprendre. Si Daniel l'avait choisi comme escorte, il devait vouloir quelque chose. Alors pourquoi tenir une consultation aussi inutile? Soudain, Daniel lui demanda s'il était déçu en tant qu'escorte n'ayant rien à faire, et si c'était parce qu'il n'avait pas montré la dignité d'un apôtre. Il dit à Peter de le suivre, disant qu'il y avait quelque chose qu'il voulait lui montrer. Et sur tous les plans et cartes, cet endroit n'existait pas. Peter n'avait aucune idée de l'étage où il se trouvait ni de ce qui se trouvait au bout des escaliers. Il commença à se demander ce que Daniel avait l'intention de lui montrer. Bientôt, il comprit. Daniel avait commis des actes qui mettraient en rage les dieux et les humains. Daniel dit fièrement, « C'est ici que je réalise mes idéaux. » Il demanda si Peter s'intéressait à la biologie. Après avoir appris qu'il avait des connaissances de base, Daniel sourit en disant que cela faciliterait la communication. Il cita Darwin en disant que toute vie a évolué par sélection naturelle, façonnée par le hasard sans supériorité inhérente, mais Daniel dit froidement, Darwin avait tort. L'évolution n'est pas guidée par les dieux, la nature ou le hasard. Elle est guidée par moi. Il affirma que sauver les faibles et les malades était inutile et que supprimer les faiblesses, préserver la force et la développer était le seul traitement qui ait de la valeur. Il était sur le point d'expliquer pourquoi le visage de Peter avait attiré son attention quand une alarme rouge stridente retentit soudainement. Une annonce diffusa qu'un sujet expérimental dans le service souterrain s'était échappé et que tous les chercheurs devaient verrouiller leurs portes jusqu'à ce que l'équipe de sécurité le maîtrise. Autre alerte, les sujets auxquels on a injecté un récepteur A1 ont été activés au stade 4. Le sujet de test était maintenant devenu incontrôlablement fou furieux. Même avec plusieurs fléchettes tranquillisantes, sa force restait écrasante. Toutes les sorties vers la surface étaient sur le point de se fermer et à sa vitesse actuelle, il atteindrait certainement la surface avant que la porte ne se ferme. Mais soudain, le mur à côté de Daniel vola en éclats. Daniel enfonça sa main à travers le mur brisé, saisissant le sujet d'une poigne de fer. Il dit d'une voix basse, « Nous discutons de quelque chose d'extrêmement important. Comment pouvons-nous laisser un simple sujet de test nous interrompre ?» De l'autre côté du mur provenaient des bruits d'eau qui craquent et des cris d'agonie, et bientôt tout retomba dans un silence de mort. Daniel s'excusa auprès de Peter. « Maintenant, revenons à notre sujet principal. J'aime les gens forts. C'est pourquoi j'ai ouvert, dépecé et disséqué les muscles, les tendons, et même chaque cellule des forts, car il y a un homme que je désire désespérément surpasser. Monsieur Kim Sung-go, j'ai vu du potentiel en vous. Peu de gens de votre âge possèdent une telle force. À travers vous, je veux être le témoin des résultats de mon évolution. À quel point deviendrez-vous fort après avoir évolué? Le simple fait de l'imaginer est exaltant, n'est-ce pas? Veuillez accepter ma bénédiction. Avec mes capacités, je peux faire de vous un classe A, peut-être même aussi fort qu'un apôtre. » Dans l'oreillette, Jewan était sous le choc. Daniel était extrêmement dangereux, capable de transpercer le crâne d'un sujet de test à main nue. Et Peter comprit le fait encore plus terrifiant. Daniel pouvait sentir le mouvement au-delà du mur et synchroniser parfaitement son coup pour écraser le crâne du sujet. Voyant à quel point la situation était dangereuse, Jewan dit, « Seigneur, tu devrais peut-être abandonner et sortir maintenant. » Mais abandonner était impossible pour lui car il était aussi très curieux de connaître la source de ce pouvoir. Jewan soupira, impuissant. Qui pourrait arrêter un vieil homme têtu? Mais Seigneur, ton sang n'a-t-il pas été analysé avec celui des personnes âgées? Tu vas révéler ton identité tôt ou tard. Peter répondit qu'il avait un plan. Il avait l'intention d'échanger les résultats des tests. 48 heures s'étaient écoulées, donc le rapport devrait maintenant être dans la chambre de Daniel. Et il prévoyait d'utiliser la carte maîtresse de l'escorte pour entrer. Jewan rétorqua, « Tu es fou. Et si tu te fais prendre ?» Mais il savait que ça n'arriverait pas car il avait tout son temps. Il était maintenant 2h53 du matin. Pendant la consultation, il avait mesuré précisément le temps de consultation moyen de Daniel, ce qui lui donnait 4 minutes et 30 secondes complètes. Tant qu'il échangeait les résultats dans ce laps de temps, tout irait bien. La consultation de Daniel se déroula normalement, chaque étape suivant le schéma habituel. Il demanda à son subordonné si les résultats de comparaison de l'échantillon de sang des personnes âgées étaient prêts. Le subordonné répondit que le rapport avait déjà été déposé dans sa chambre. Mais après avoir comparé tous les échantillons de sang, ils n'en trouvèrent toujours aucun qui correspondait à celui de Peter. Daniel trouva cela amusant. Dans des circonstances normales, un tel résultat devrait être impossible. Un subordonné suggéra, « Peter pourrait-il se cacher quelque part comme au plafond ?» Daniel lui dit d'utiliser son imagination.
Était-il possible que Peter ne soit plus la personne dont il se souvenait? À ce moment-là, Peter fut choqué. Il avait tout chronométré parfaitement pour se faufiler dans le bureau, mais Daniel était revenu plus tôt. Daniel demanda froidement pourquoi un simple tueur de classe D entrerait dans une pièce sans la présence de son propriétaire. Il exigea que Peter explique pourquoi il était là. Peter savait que Daniel avait répété le même schéma de consultation ces 2 derniers jours, mais il restait encore 2 minutes et 30 secondes avant qu'il ne se termine. Et il réalisa soudain que ces schémas avaient peut-être été mis en scène exprès. Que ce soit en l'incitant à accepter la bénédiction ou en montrant fièrement les secrets souterrains, tout cela était-il destiné à lui faire croire que Daniel avait été dupé? Daniel l'avait-il suspecté depuis le début? Plusieurs contre-stratégies traversèrent l'esprit de Peter. Puis il sourit et dit, « Je suis ici pour vous remettre ceci. Je ne sais pas ce que c'est. Le docteur on m'a dit de vous l'apporter immédiatement. » Mais Daniel l'attrapa soudainement alors qu'il essayait de partir, remarquant les marques subtiles laissées par le feuilletage des pages. Rien à voir avec quelqu'un qui n'est pas au courant de son contenu. Et demanda froidement, « Pourquoi êtes-vous intéressé par les échantillons de sang des hommes âgés enregistrés ici? Un homme qui prétend ne pas savoir ce qu'est ce dossier. Qu'est ce qui a piqué votre curiosité exactement? Qu'essayez-vous de voir en vous cachant dans ma chambre? Si vous ne pouvez pas répondre, alors la vérité est évidente. » Peter l'interrompit et dit sérieusement, « Même si le ton, les gestes, l'apparence et les expressions peuvent être déguisés, il y a une chose qui ne peut jamais être cachée. Savez-vous ce que c'est? L'âne. Si vous ne pouvez pas attraper Peter, cela signifie qu'il ne ressemble peut-être plus au vieil homme que nous connaissons. C'était mon arrogance. Je voulais tellement capturer Peter que j'ai agi de manière imprudente. Je suis désolé, professeur. J'aurais dû vous demander votre permission d'abord. » Il a compris. Si Daniel le suspectait, il pourrait utiliser cette suspicion contre lui. Comme prévu, Daniel lui dit de lever la tête et dit calmement, « Vous avez quelque chose sur le visage. Travailler dur est une bonne chose, mais vous ne devez pas perdre la dignité d'un membre de Glory. Vous pouvez partir. » Peter le remercia et se tourna pour partir. Daniel ne s'attendait pas à ce que ce qu'il avait touché soit de la vraie peau, pas un masque, ni du maquillage, mais la peau d'un vrai jeune homme. Éliminant ainsi la possibilité que Kim Sung-go soit Peter. Daniel écrasa la tablette dans sa main. Il se demanda, « Bon sang, Peter, où te caches-tu exactement ?» Cet homme était le champion berserker de l'arène souterraine. Sa spécialité était les coups de pied mortels, connu dans le monde entier comme l'homme aux jambes les plus fortes. Un jour, Daniel lui demanda, « Est-ce vrai? Avez-vous vraiment les jambes les plus fortes du monde ?» Et puis il a arraché les jambes qui lui avaient valu ce titre. Il a également pris les poings les plus durs du monde et les plus forts d'entre eux. Une fois face à Daniel, tous finirent estropiés, même les syndicats du crime de classe mondiale. Daniel a cloué chacun d'entre eux au plafond, battant tous les hommes forts du monde. Pourtant, avant de mourir, tous dirent à Daniel, « Tu ne peux pas devenir le plus fort, pas tant que l'homme nommé Peter sera en vie. » Daniel avait entendu ce nom d'innombrables fois. Il en avait marre. Il se demanda qui était vraiment Peter et ce qu'il devait faire pour le rencontrer. Pour devenir l'homme le plus fort du monde, il devait rencontrer Peter. Daniel pensa que la dernière personne à avoir vu Peter devait savoir où il était. Il ordonna à ses hommes d'amener cette femme. Bientôt, le croque-mort de classe A, Santos, trouva Liuna. Il lui ordonna de rencontrer le professeur immédiatement, sans poser de questions. Les frères d'Hugo furent choqués. Qui était Yuna exactement pour le connaître? Daniel dit calmement, « Mademoiselle Liuna, vous êtes peut-être la première personne à avoir survécu à un apôtre, l'un des êtres les plus forts auxquels il est presque impossible de résister. » Au début, Daniel pensait que Peter l'avait épargné sur un coup de tête. Pourtant, après avoir combattu Park Sandu de classe A, Liuna a survécu. Elle ne savait utiliser qu'un couteau, rien de spécial. Comment un simple assassin de classe D parviendrait-il à rester en vie? Yuna pensa, il n'a aucune preuve. Je n'ai qu'à prétendre que je ne sais rien. Daniel la pressa soudainement. Un miracle est-il arrivé à mademoiselle Liuna? Les apôtres, y compris moi-même, avons une hypothèse. De la base des 8 personnes à la chambre de Park Sandu, Peter t'a aidé en coulisses. Et en guise de paiement, tu as passé une sorte de marché avec lui. Une fille d'un orphelinat qui n'a rien d'autre que son corps. Que pouvais-tu offrir à Peter? Ne me dis pas que tu es devenu un agent double. Daniel l'a interrompu. Ce n'est pas grave. Je sais que tu n'avais pas le choix, car tu ne peux pas abandonner ton petit frère à la mort. J'ai entendu dire que ton frère Eugène est hémophile depuis des années et que ces 3 dernières années ont dû être un enfer à cause des complications. Il est si jeune, si pitoyable, mais je peux le sauver. Le sérum à 4,5 milliards de wons de l'hôpital Glory peut le guérir en une seule injection. Alors mademoiselle Liuna, vous devriez savoir qui vous devez aider. Peter a dit qu'il viendrait me voir le 24 octobre. Quoi qu'il te demande, tu me le rapporteras, et tu l'attireras à la tour de l'horloge dans le hall à 14 h le 24. C'est tout. Tu serviras juste d'appât. Daniel lui a rappelé qu'il était impossible de gagner 4,5 milliards de wons en 3 ans, et que sauver son frère signifiait l'aider à attraper Peter, un marché gagnant-gagnant. Il a ajouté doucement, je vais t'assigner une chambre avec cette ordonnance médicale.
Yuna ne comprit pas ce qu'il voulait dire jusqu'à ce qu'une vive douleur lui transperce le poignet. Daniel lui avait broyé l'os du poignet. Il a dit froidement, « Dans mon hôpital, personne ne reste sans être malade. Si tu refuses, tu verras bientôt qui recevra cette ordonnance à ta place. On se voit à la prochaine consultation. J'attends de bonnes nouvelles. » Yuna a été placée dans la chambre 604. Elle savait que si Daniel découvrait que Kim Sung-go l'avait aidé, elle, son frère et Kim mourraient tous. Mais si elle réussissait, Eugène pourrait vivre. Elle ne savait pas quoi faire. Quelqu'un a appelé de l'extérieur. Patiente. Peter a souri. C'est l'heure de votre piqûre. Yuna était choquée. Tu es fou? Pourquoi es-tu ici? Peter a dit qu'il était venu parce que le concours national de chant était diffusé maintenant. Yuna a rétorqué sèchement. C'est une blague? Peter a demandé, perplexe. Pourquoi continues-tu à me repousser? C'est à cause de Daniel, n'est-ce pas? Et aussi, qu'est-il arrivé à ton bras? Je suis ton professeur, mais je n'ai pas le souvenir d'avoir jamais cassé le bras de mon élève. Il lui a dit de dire qui avait fait ça. Son expression s'est assombrie et elle lui a demandé, que feras-tu le 24 octobre? Elle lui a dit de la retrouver à 14 heures à la tour de l'horloge. Elle avait quelque chose à dire. C'était la meilleure option qu'elle avait. D'après son expression et ses blessures, Peter a deviné la vérité et a accepté. Des larmes sont tombées sur la photo de Yuna avec son frère Eugène. Elle a demandé au garçon sur la photo, Eugène, si ce qu'elle faisait était bien, mais elle n'avait pas d'autre choix. Le 24 octobre est arrivé rapidement. Daniel attendait ce jour depuis longtemps car c'était le jour où Peter avait promis de venir le trouver. Daniel pouvait à peine contenir son excitation. Alors il a demandé à Yuna, où est Peter maintenant? Yuna a marqué une pause et a dit qu'il devrait être en route. Les aiguilles de la tour de l'horloge ont bientôt indiqué 14 heures. Le regard de Yuna est devenu vide. Cette nuit-là, Eugène l'a appelé. Après avoir vu sa photo de profil, il a demandé avec enthousiasme, « Sœurette, tu as 3 petits amis ?» Yuna a soupiré et a expliqué que c'était juste ses amis. Eugène a dit qu'il voulait jouer au football avec ses amis. Et dans 3 ans, il voulait aller avec eux au match international et encourager leur pays. Yuna a promis qu'elle l'emmènerait, mais Eugène a refusé. Il détestait prendre l'avion, donc il ne voulait pas y aller, et il pensait que les billets d'avion étaient trop chers. Yuna a dit à l'enfant de ne pas s'inquiéter pour l'argent et de simplement se préparer à profiter du match. Elle avait déjà trouvé un moyen. Le médecin a dit que le nouveau sérum de traitement fonctionnait à merveille. Une seule injection le guérirait, donc il n'avait pas le droit de parler négativement. Retenant la douleur à son poignet, Yuna a dit qu'elle avait sommeil et a souhaité une bonne nuit à Eugène, puis a mis fin à l'appel. Elle n'avait pas d'autre moyen. C'était le meilleur choix qu'elle pouvait faire, alors elle a prié pour que Kim Sung-go tienne sa promesse. L'heure à la tour de l'horloge a dépassé 14 heures. Le sourire de Daniel s'est lentement effacé. Il a demandé à Yuna pourquoi Peter n'était pas venu. Le lieu de rendez-vous qu'il avait arrangé avec elle était la tour de l'horloge dans le hall de l'hôpital. Pendant ce temps, Peter se tenait sous la tour de l'horloge dans le parc, se demandant pourquoi Yuna était en retard. Après tout, elle avait clairement insisté ce jour-là, la tour de l'horloge dans le parc. Yuna savait que si Daniel découvrait que celui qui avait tué les 8 personnes n'était pas Peter, mais Kim Sung-go, Kim mourrait à coup sûr. Maintenant, les comptoirs, les bureaux de service et le hall étaient remplis des hommes de Daniel. Peu importe la force de Kim, venir ici serait bien trop dangereux. Alors Yuna espérait que Kim Sung-go s'était simplement enfui. Depuis la première apparition du suspect Kim Sung-go, elle n'avait jamais dissipé ses doutes, mais c'était aussi la première fois qu'elle réalisait à quel point c'était agréable de manger avec quelqu'un, la première fois qu'elle partageait des moments joyeux, la première fois qu'elle comptait sur quelqu'un dans un moment de crise. Et Kim Sung-go, tu as aussi été la première personne à essayer de découvrir sérieusement ce pourquoi je suis doué et à réfléchir attentivement pour mon bien. Alors comment pourrais-je trahir quelqu'un comme ça? Daniel a demandé froidement, Mademoiselle Yuna, que se passe-t-il? La voix de Yuna tremblait alors qu'elle disait, après ce jour-là, je n'ai plus jamais revu ce grand-père Peter. Il ne m'a jamais contacté. Vous avez dit que vous soigneriez mon frère, alors j'ai menti. Je ne l'ai vraiment pas vu. Je suis désolé. Elle est tombée à genoux en disant qu'elle ne savait vraiment rien, mais qu'elle pouvait faire n'importe quoi. Elle était douée pour le nettoyage et s'était entraînée dur, alors elle l'a supplié de ne pas faire de mal à son frère. Daniel a dit sévèrement, Mademoiselle Yuna, vous n'avez toujours pas réussi à amener Peter. C'est malheureux, mais on ne peut rien y faire. Je dois vous éliminer. Puisque vous n'avez pas pu amener Peter, vous n'avez plus aucune valeur. À ce moment-là, l'alarme incendie a soudainement retenti et une annonce a demandé à tout le personnel et aux patients de rester calmes et d'évacuer. Les frères d'Hugo se sont aussi précipités pour s'échapper. Toutes les issues de secours de l'hôpital se sont fermées simultanément. Les frères d'Hugo qui s'étaient déjà échappés n'avaient aucune idée de ce qui se passait, tandis qu'un grand nombre de personnes étaient encore piégées à l'intérieur de l'hôpital. Daniel a froncé les sourcils. Pourquoi n'y avait-il pas d'odeur de fumée? Il a ordonné à ses hommes de vérifier. Yuna était également confuse. D'où venait ce soudain incendie? Soudain, une voix dans le haut-parleur a demandé, « Élève Yuna, pourquoi pleures-tu? Ne suis-je pas déjà arrivé ?» Yuna s'est figée. Kim Sung-go,
Pourquoi es-tu ici? Il a répliqué, n'avions-nous pas convenu de nous retrouver devant la tour de l'horloge? Il savait que s'il y avait un vrai incendie, les gens normaux couraient vers la sécurité, mais aucune de ces personnes ne s'échappait, ce qui signifiait qu'ils n'étaient ni de vrais membres du personnel médical ni des patients, mais des assassins attendant ici une chance de le tuer. Daniel, perplexe face aux paroles de Kim Sung-go, lui demanda s'il était venu sauver Lee Yuna. Daniel savait depuis longtemps que Kim Sung-go n'était pas une personne ordinaire, c'est précisément pourquoi il s'était intéressé à lui. Mais ceux qui se tenaient ici maintenant étaient des membres de la société des croque-morts de la cité C. Dans les bidonvilles lointains de la cité C, les enfants vivaient rarement assez longtemps pour grandir. La plupart d'entre eux mouraient jeunes car quelqu'un y mourait chaque jour. L'endroit s'appelait le village des croque-morts, où la loi était la survie du plus apte. Enlèvements, drogues, trafics illégaux, la société des croque-morts contrôlant toutes ces industries sombres est devenue l'organisation la plus puissante du PIG. Et aujourd'hui, les 100 plus forts survivants de là-bas étaient présents. Daniel a demandé, eh bien, avez-vous la confiance nécessaire pour en affronter 100? Monsieur Sung-go, comme je l'ai déjà dit, je vois du potentiel en vous, ce qui signifie que vous êtes un jeune tigre. Si vous êtes élevé sous ma tutelle, vous pourriez devenir le prédateur le plus fort. Mais pour l'instant, vous ne pouvez pas vaincre une véritable bête. Alors arrêtez de jouer à ces jeux d'amitié puérils. Soumettez-vous à moi et je vous élèverai correctement. Kim Sung-go n'a pas répondu. Il a seulement haussé les épaules. Daniel a instantanément compris ce que cela signifiait. 2 tueurs de classe B de la société des croque-morts ont sauté en criant avec arrogance, « Tu ne vivras pas longtemps. » Jeune tigre de classe D. L'instant d'après, les 2 tueurs arrogants de classe B étaient déjà morts. La scène a choqué toutes les personnes présentes. Daniel ne s'attendait pas à ce que Kim Sung-go les tue sans même lever les yeux et d'un coup mortel direct. Kim Sung-go a demandé à Daniel, « Alors, me voyez-vous toujours comme un jeune tigre? » D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.